Bonsoir à tous et bienvenue sur WeBourse. WeBourse, la chaîne Twitch, la chaîne YouTube, c'est un projet collaboratif, ouvert, gratuit, voilà, pour tout le monde. Je suis Nicolas Chéron, je suis très heureux de vous retrouver donc en direct sur WeBourse et ce soir, et nous allons parler pétrole et métaux précieux avec Benjamin Louvet. Bonjour cher ami Benjamin. Salut Nicolas, bonjour à tous. Et métaux industriels, t'as oublié aussi. Oui, métaux précieux, métaux industriels, métaux de la transition énergétique. On va parler de l'avenir, on va parler de vos investissements. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 décembre 2021, il est 18 h. Et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc c'est une émission présentée par Nicolas Chéron, moi-même. Je suis stratégiste chez zonebourse.com, le site de référence de bourse en France, et je suis membre de l'équipe WeBourse. Et je vais vous lire un petit avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par WeBourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne sont pas des obligations d'investissement. Elles ne constituent par ailleurs pas donc des conseils en investissement. Vous êtes responsable de vos trades. Donc, dans ce live ce soir, on va parler avec Benjamin Louvet qui va se présenter à nous, gérant chez Ophi. On va parler de la transition énergétique qui change potentiellement la donne sur certains métaux. Nous verrons quels sont tes métaux préférés justement et pourquoi. Quid de l'or et de l'argent qui n'ont pas bougé cette année, alors qu'on aurait pu s'attendre quand même avec les mouvements de marché, les mouvements monétaires, l'inflation, à ce qu'il y ait des mouvements sur l'or et l'argent. Donc on va voir quel est ton avis là-dessus. Et puis on finira, je pense, par une discussion sur le pétrole qui a fait un parcours magnifique cette année et qui là vient d'échouer sous les 85 $, perd 20%, semble sous pression. Et tu nous donneras donc ta vision des choses également. Et bien évidemment, tout au long de cette émission, des questions-réponses. Alors vous vous en doutez, c'est la première fois qu'on utilise Twitch, c'est la première fois qu'on utilise un chat en direct. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va faire tourner cette émission et essayer de la dérouler jusqu'au bout. Et puis on se donnera un temps à la fin, tous ensemble, pour faire des questions-réponses. On va passer sur ta présentation chez Ophi. Je change de scène, ça y est, j'ai pris cela en main. Je salue donc tous ceux qui sont en direct sur Twitch. Je pense, si j'y arrive, que cette vidéo sera découpée et publiée sur YouTube, sur la chaîne YouTube de WeBourse. Et c'est parti dès maintenant. Donc métaux et transition énergétique. Mais avant tout, Benjamin Louvet, qui es-tu ? Ça fait 10 ans qu'on se connaît maintenant, presque. Et donc je suis très heureux de t'avoir ce soir. Magnifique pull pour nos auditeurs. J'ai fait un effort, je me suis fait beau. Donc Benjamin, ça fait près de 10 ans qu'on se connaît. Pour nos auditeurs, ça fait combien de temps que tu es sur les marchés financiers ? Qu'est-ce qui t'a donné à un moment envie d'être gérant de portefeuille, de fonds ? Et puis, prends-tu toujours autant de plaisir à faire ce travail que tu le prenais il y a maintenant 2 ans, 5 ans, 10 ans ? Parle-nous un petit peu plus de toi. Alors, bonsoir à tous d'abord. Merci de m'accueillir, Nico. Et puis, alors, ça fait combien de temps que je suis sur les marchés ? Je suis sur les marchés depuis, mon Dieu que le temps passe, 26 ans maintenant. J'ai commencé en 1995, à la fin de mes études, par un stage. D'abord dans le brokerage, j'ai travaillé dans une société qui n'existe plus depuis, qui s'appelle Dubouzet, donc c'était une filiale de BNP. Qui faisait du brokerage, j'ai commencé au Palais Brongniart. Ok. Donc j'espère que c'est pas à cause de moi qu'ils ont fermé, mais j'ai fait la fermeture du Palais Brongniart les 6 derniers mois, et puis j'ai eu l'opportunité d'être embauché pour travailler en tant que broker sur les produits dérivés, donc futurs et options. Et j'ai fait ça pendant un peu plus de 3 ans. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu envie de voir autre chose. La partie investissement, j'ai regardé beaucoup les problématiques de gestion systématique, notamment tout ce qui était algorithme de trading. Et j'ai eu l'opportunité, puisqu'à ce moment-là, BNP montait une équipe sur le sujet, j'ai eu l'occasion d'être embauché chez BNP et de commencer à faire de la gestion, passer côté gestion. J'ai trouvé ça passionnant, donc j'ai géré des fonds de gestion systématique, des hedge funds à la française, pendant quelques années. Ça, c'était dans les années 2000 ? Donc ça, c'était de 98 à 2002.
D'accord. J'ai eu l'occasion à ce moment-là de rencontrer d'autres personnes avec qui je me suis très bien entendu. Et en 2002, on a pris la décision de monter notre propre société de gestion, qui s'appelait à l'époque Prime Alternative Investment, et qu'on a transformé ensuite pour l'appeler Prime Finance en 2005 de mémoire. Voilà, et on a géré cette société pendant plusieurs années, d'abord avec des fonds purement algorithmiques, et puis on s'est rendu compte que c'était quelque chose de difficile à vendre en France. Ouais. Et donc on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire de plus précis. On a fait un fonds de gestion systématique sur les actions européennes. Et à côté de ça, on a commencé à développer des fonds sur les matières premières parce qu'on s'est rendu compte que c'était une classe d'actifs qui était peu travaillée, sur lequel il y avait pas mal d'opportunités. Et donc il y avait peut-être une place à prendre. Donc on a commencé à développer en 2006 les premiers fonds de réplication de matières premières, à l'époque où les ETF n'existaient pas encore. On s'est lancé juste avant le Gold Bullion Standard sur l'or, 6 mois avant. Et on a géré un fonds sur l'or, un fonds sur les produits pétroliers et un fonds sur les matières premières agricoles pendant plusieurs années. Et puis on a croisé le chemin de Ophi Asset Management en 2007, avec qui on a développé un projet commun, un fonds systématique sur les actions européennes, avec qui on s'est bien entendu. Donc Ophi a rejoint notre capital, et puis en 2015, on a intégré complètement la société Ophi. Et j'ai continué à faire le travail que je faisais avant, c'est-à-dire m'occuper essentiellement des fonds sur les matières premières. Alors on a arrêté le fonds sur le pétrole parce que le pétrole passait une mauvaise période et qu'on pensait que cette période durerait, donc on a préféré arrêter. Ouais. Et on a arrêté aussi les matières premières agricoles parce que c'était un sujet qui était assez tendancieux. Ouais. Beaucoup de gens accusaient les financiers de profiter un petit peu de la faim dans le monde. On a préféré arrêter et on s'est concentré sur le fonds sur les métaux précieux, qui petit à petit a trouvé son public depuis que je suis chez Ophi, puisque le fonds gère aujourd'hui environ 1,3 milliard. Wow. Donc ça a été un beau succès, et l'un des succès de ce fonds, c'est qu'il existe plein d'autres solutions pour acheter de l'or, mais que la plupart de ces fonds sont des ETF, des ETC, et que ces produits ne répondent pas à la norme européenne UCITS, ce qui les rend généralement pas éligibles à l'assurance vie. Et nous justement, c'était une des analyses qu'on avait fait, on s'était dit, les Français ont une grosse partie de leur épargne financière dans l'assurance vie, il faut qu'on soit éligible, et donc on avait développé un format UCITS. Et c'est ça aujourd'hui qui fait une partie du succès de ce fonds. Ok, ouais, de pouvoir le rentrer dans toutes les gestions. Et exactement. Avec la carte UCITS qui est le pass d'entrée. Exactement. Voilà, raccourci 26 ans de marché. Donc grosse expérience, gros focus sur les métaux, c'est vraiment ta spécialité. Enfin, les matières premières d'une façon générale. Matières premières, on t'entend vraiment sur tous les médias, voilà, dès que ça bouge sur le pétrole, dès que ça bouge sur l'or ou sur... Mais en fait, c'est un peu facile si j'essaie de résumer. J'ai tué un peu tout le monde, c'est-à-dire que je n'ai pas fait exprès, hein, c'était pas volontaire. Mais en fait, c'est vrai que les matières premières ont connu une période très difficile, et donc beaucoup de gestions ont fermé leurs fonds sur ce sujet. Ouais. Et donc aujourd'hui, on n'est plus très nombreux sur la place de Paris. Quelqu'un disait, mais Benjamin Louvet est-il le dernier gérant à faire des matières premières à Paris? J'aimerais bien que ça ne soit pas le cas, mais c'est vrai qu'on n'est pas très très nombreux effectivement aujourd'hui. Et puis en plus, les matières premières, on va avoir l'occasion d'en parler, pose un autre sujet, c'est que aujourd'hui les gens se concentrent énormément sur la transition et sur le fait d'investir responsable, et les matières premières sont un peu les oubliés de la réglementation. On parle beaucoup des actions, on parle beaucoup des obligations, mais les matières premières ne sont pas tellement citées dans cette réglementation, et donc c'est pas facile de leur trouver une place. D'accord. Et donc ce qui permet de faire une petite transition donc, vers cette présentation que tu fais donc, pour Ophi Asset Management. Ça, c'est une présentation que tu fais auprès de certains clients dont tu te sers quand tu fais des conférences notamment? Non, c'est une présentation assez inédite que j'ai faite pour vous, et qui reprend certains des slides qu'on peut utiliser. Juste un mot sur Ophi, parce qu'on n'en a pas parlé. Ophi Asset Management, c'est donc aujourd'hui la société pour laquelle je travaille, qui est une société qui est la filiale de deux des plus grands groupes mutualistes français, la Massif et la Matmut, qui gère aujourd'hui à peu près un peu moins de 75 milliards sur toutes les classes d'actifs. Et donc moi je m'occupe chez eux de la partie matières premières depuis maintenant 6 ans. Voilà. Donc oui, c'est une présentation qui rassemble un certain nombre de choses que je peux dire à droite à gauche dans différentes interviews ou dans différentes présentations à des clients. Ouais. Alors c'était même pas fait exprès, mais pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter sur nicolaschéron.fr, l'email qui est parti cette semaine pour annoncer en fait ce webinaire qu'on allait faire ensemble sur les métaux, matières premières, est parti en plus avec un article
écrit par Benoît et Arnaud sur le GIEC, sur le rapport du GIEC, sur les enseignements de ce rapport et sur donc ce qui pourrait découler en termes d'investissement. Alors ils ont essayé de trouver parfois des secteurs ou bien même des actions pour essayer de près ou de loin de profiter justement de ce méga trend, de cette nouvelle tendance de fond. D'ailleurs c'est dans ton titre. Et donc ça tombe à point nommé. Parce que voilà, on est jeunes, on se soucie de l'avenir de nos enfants ou futurs enfants. Il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a les rapports du GIEC, tout ça c'est important. Et je trouve qu'en plus, investir, si tu veux, en respectant ce que tu penses être comme étant l'avenir, est quand même extrêmement plus louable que d'aller acheter un vendeur d'armes. C'est un de nos mantras chez Office, c'est donner du sens à son argent, effectivement. Parfait. Donc, la transition énergétique, c'est peut-être les 5, 10 ans, 20 ans à venir. Je pense que ça va nous occuper au moins 30 ans, puisque de toute façon, on a un objectif qui est qu'on s'est engagé à tenir volontairement en 2015 à Paris, qui consistait à dire qu'on serait net carbone neutre en émissions en 2050. Donc, on a au moins un calendrier et des jalons à tenir jusqu'à 2050. L'objectif, c'est d'être neutre en carbone en 2050. Donc ça va nous occuper pour au moins 30 ans. Okay. Donc quand on parle de tendance séculaire, là je pense qu'on peut... Là on est dans du très long terme. Alors si tu veux avancer dans ta présentation, je pense que tu peux... Ouais. Voilà. D'abord on va faire un point, c'est ce que tu disais, tu parlais du GIEC. Je vais peut-être faire juste un tout petit résumé sur ce qu'est le GIEC avant, parce que je pense que c'est important, beaucoup de gens ne savent pas bien comment marche le GIEC, et c'est important de le comprendre, parce que... Surtout avant les repas de Noël habituels. Et ça vous donnera des vies, et ça vous permettra d'éviter d'avoir des gens qui vous disent des grosses bêtises. Donc le GIEC, c'est une organisation qui dépend de l'ONU, et cette organisation a le même fonctionnement que beaucoup d'autres branches de l'ONU, notamment celle qui s'occupe du nucléaire, l'UNSCEAR, qui consiste en fait à dire que les rapports qui sortent du GIEC ne sont pas des rapports qui sont faits, ils sont faits par des spécialistes, mais ces spécialistes ne donnent pas leur avis, ils ne font pas de recherche. Ce qu'ils font, c'est qu'ils collectent toute la recherche qui a été publiée sur un sujet, toute, à partir du moment où cette recherche a été publiée dans des revues scientifiques avec un comité de lecture, donc elle a été validée par des pairs. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils font une synthèse de cette recherche. Et c'est pour ça que quand vous lisez le rapport du GIEC, à chaque fois qu'ils vous parlent d'un sujet, ils vous disent quel est le taux de certitude qu'on a sur les éléments qui sont avancés. C'est pour ça que je voulais commencer par ce slide où deux des conclusions du dernier rapport du GIEC qui sont sans appel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de discussion sur le sujet, pour tous les climato-sceptiques que vous pourrez croiser, c'est que, le climat s'est réchauffé depuis le début de l'ère industrielle. Je vous ai mis ici cette représentation que je trouve très intéressante, qui a été faite par un climatologiste qui s'appelle Ed Hawkins, et qui vous montre en fait l'évolution de la température. Donc là, vous avez chaque barre représente une année entre 1850 et 2019. Plus les barres sont bleues, plus ça veut dire qu'on est en dessous de la température qui prévalait à l'époque pré-industrielle. Plus on est rouge, plus on est au-dessus. Donc là, on voit clairement qu'il y a eu un réchauffement au cours des dernières années. Et ça va de 1850 jusqu'à 2019. Ouais. Voilà. Et au-delà de ça, aujourd'hui, le consensus du GIEC, c'est qu'on est à 1,1 degré de réchauffement déjà par rapport à l'ère pré-industrielle. La deuxième chose, c'est que l'origine anthropique, donc l'origine humaine de ce réchauffement, est prouvée. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais par exemple, il y a des éléments simples qui permettent de le prouver, notamment avec la mesure du carbone dans l'atmosphère. Ce carbone, il y a 3 types de carbone différents, le carbone 12, le carbone 13, le carbone 14. On connaît beaucoup le carbone 14 parce que ça sert à dater exactement les squelettes ou autre chose. Mais en fait, la concentration de ces différentes formes de carbone permet de montrer que l'augmentation de la concentration en carbone ces dernières années est liée à la combustion des énergies fossiles. Donc on est certain que le réchauffement climatique est d'origine humaine, et donc il faut aujourd'hui lutter contre ce réchauffement et donc notamment se débarrasser des énergies fossiles. Voilà, première chose. Alors je vais essayer de passer sur le slide d'après. Voilà. Donc, partant de ce constat, maintenant la question n'est pas de savoir s'il y a réchauffement climatique. Alors c'est quand même une bonne chose
On est enfin arrivé à ce constat. Alors, excuse-moi, mais en fait, on y est arrivé, on y était déjà arrivé lors de la première COP, d'accord, en 1995. D'accord, on y était déjà en 1995. Ouais. Depuis 1995, la concentration en CO2 dans l'atmosphère n'a fait qu'augmenter tous les ans. Et donc, on n'a pas tiré les conséquences de ces observations. Alors, à l'époque, elles étaient moins certaines, mais on avait déjà ce constat. Et puis, je rappelle que l'effet de serre a été repéré il y a déjà pratiquement 200 ans. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien. La concentration en CO2 dans l'atmosphère empêche le rayonnement solaire de repartir dans l'espace et donc réchauffe la planète, on le sait depuis 200 ans, quasiment. Donc la question n'est pas de savoir si il faut faire quelque chose, à quelle vitesse, mais la question c'est comment on fait aujourd'hui pour se débarrasser des énergies fossiles. Alors il y a différents rapports pour ça. Vous avez le rapport notamment de l'AIE, ou IEA en anglais, International Energy Agency en anglais, Agence internationale à l'énergie en français, qui est un organisme qui a été créé par les pays de l'OCDE et qui donne des conseils aux pays de l'OCDE sur leur politique énergétique. Ils font énormément de rapports qui sont en accès libre, je vous invite à les regarder parce qu'ils sont très riches et très intéressants. Et donc, l'Agence internationale à l'énergie a sorti un rapport avant l'été qui s'appelle Net Zero by 2050, a Roadmap to Neutrality, donc Net Zero en 2050, une feuille de route pour la neutralité, où ils expliquent leur vision nécessaire pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Cette vision elle est résumée par le petit graphique que vous avez là. L'AIE arrive à la conclusion qu'il faut notamment, je vais me concentrer sur cette partie-là qui va nous intéresser le plus, nous débarrasser des énergies fossiles, évidemment. L'AIE est convaincue qu'il faut utiliser le nucléaire et qu'il faut utiliser des énergies renouvelables. Et donc, utiliser les énergies renouvelables, ça veut dire quoi? Ça veut dire multiplier le solaire par 4 d'ici 2030, d'accord, parce qu'ils sont arrêtés aussi sur une étape intermédiaire, et l'éolien par 3. Le groupe, le GIEC, donc, qui est en anglais le IPCC, International Panel of Climate Change, lui aussi arrive à certaines conclusions. Dans les conclusions, on sait qu'en 2030, il faudrait que 50% de l'électricité soit produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Et que la part de renouvelables dans la consommation d'énergie primaire devrait être multipliée par 3 à 4 en 2030 et par 8 à 13 en 2050. Alors vous vous doutez bien qu'avec des changements de cette ampleur-là, ça a forcément des conséquences sur les éléments dans lesquels il va falloir investir, et donc sur l'investissement, et donc sur votre argent. Donc toute l'idée, c'est de voir comment on pourrait éventuellement agir mieux, et puis en même temps en profiter financièrement pour développer nos gains et nos investissements. Oui, c'est bien que tu dises agir mieux et en plus développer nos investissements, c'est-à-dire que jusqu'ici les boursiers c'était l'investissement pur, only. Là, ce que je voulais te dire, c'est que voilà, depuis 1 an ou 2, on sent qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui parlent du renouvelable, il y a de plus en plus de sociétés qui sont sur le devant de la scène, comme en France, Neo-EN, Voltalia, Albioma, etc. Ça prend un certain temps, mais ça montre bien voilà, qu'il y a la naissance peut-être de ce méga trend, de cette prise de conscience. Alors peut-être pas pour sauver le monde pour une bonne raison qui serait de créer une planète viable pour nos enfants, mais au moins comment investir, comment savoir dans quelles entreprises aller, quelles entreprises vont profiter justement de cette super tendance. Ouais, mais c'est aussi sauver le monde aussi pour sauver nos investissements, parce que si on se trompe et que la planète devient invivable, la croissance économique ne sera plus là, et donc la performance des entreprises dans lesquelles on a investi sera forcément mauvaise, donc il y a forcément des choses à en tirer. Alors, juste une précision quand même, en Europe, on est conscient de cette problématique-là depuis plus longtemps. Aux États-Unis, c'est plus récent. D'ailleurs, Trump avait fait sortir les États-Unis d'un certain nombre d'accords sur le sujet, et Biden les a remis, mais c'est plus récent et c'est pas encore ultra développé dans leur processus de gestion. C'est en train d'arriver, et donc ça veut dire que le trend est vraiment en train de s'affirmer. D'ailleurs, ça c'est un sujet aussi dont on pourrait parler, mais il y a un vrai sujet, c'est qu'on était très en avance en Europe sur ces sujets-là. Je vais parler de ce que je connais aussi. La Massif nous a demandé, dès la fin des années 90, de commencer à investir de façon plus responsable. Nous, ça fait 23 ans qu'on est dans l'investissement responsable, donc c'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc il y a vraiment une volonté qui existe en Europe depuis longtemps, mais on n'a pas mis en place
toute la normalisation nécessaire pour que ce sujet gagne en ampleur. Et aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est que les Américains commencent à s'y intéresser, et les Américains ont très bien compris une chose, c'est que quand on veut que quelque chose se développe, la première chose qu'il faut, c'est fixer des règles, et fixer des normes. Et donc en fait, ils sont aujourd'hui en train d'essayer de reprendre la main sur la fixation des normes sur ce sujet, et ça serait quand même très dommage qu'on en arrive là. C'est exactement comme pour les normes comptables, où on s'est fait avoir par les Américains qui ont fixé leurs règles, et vous vous doutez bien que quand c'est eux qui fixent les règles, ils fixent des règles qui sont plutôt à leur avantage. Donc c'est quelque chose sur lequel il faudrait être essentiellement, très vigilant dans les années qui viennent. Bon, donc revenons-en à nos moutons. Donc il faut multiplier ces éléments, donc multiplier notamment le solaire, l'éolien. Je pense que le nucléaire a sa place, mais ça ne va pas être l'objet du débat ce soir. L'hydraulique a aussi une place à jouer. En Europe, c'est relativement difficile parce que le potentiel hydraulique est relativement bien exploité aujourd'hui, donc on a peu de développement à attendre. Mais au niveau mondial, il y a effectivement un rôle à jouer également de la part de l'hydraulique qui font partie des énergies bas carbone. Alors si on résume quelles sont les énergies bas carbone, vous les avez là, hein. Vous avez donc le solaire, l'éolien, l'hydraulique, même s'il y a des débats sur le sujet, parce que quand on fait un barrage hydraulique en noyant des vallées, ça peut entraîner des rejets de méthane. Le nucléaire, qui est une énergie bas carbone, il faut le rappeler, alors elle a des défauts, hein, mais toutes les énergies ont des défauts. Le nucléaire est une énergie bas carbone, la géothermie et la biomasse. Voilà. Alors la biomasse n'est pas vraiment neutre en carbone, parce que quand on consomme cette biomasse, elle émet du CO2, mais ce CO2 a été absorbé par les végétaux pendant toute leur croissance. Donc en fait, c'est un jeu à somme nulle. C'est pour ça qu'on les considère comme neutres en carbone. Okay. Voilà. Tu passes à la slide suivante. Donc voilà. Alors pourquoi tout ça est important pour vous? Parce qu'en fait, il faut comprendre que les énergies renouvelables, les énergies, je dirais, plus propres, et d'une façon générale, les technologies bas carbone, sont des technologies qui sont beaucoup plus gourmandes en métaux que les énergies fossiles. Alors, juste une petite parenthèse sur ce sujet. Il faut comprendre une chose. Les gens se disent, si demain on fait des énergies renouvelables, on va être indépendant énergétiquement puisque le vent et le soleil ils sont chez nous. Oui, mais il faut comprendre un truc, on ne fait pas de l'électricité avec du vent ou du soleil. On fait de l'électricité avec un convertisseur qui va transformer l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et donc, pour fabriquer ces convertisseurs, il faut des actifs réels. Bill Gates l'avait dit dans une conférence, j'avais bien aimé cette formule, dans une conférence qu'il avait donnée à Stanford Energy. Il avait dit, moi, les financiers qui m'expliquent qu'ils vont sauver le monde en arrêtant d'investir dans les sociétés qui polluent, je trouve ça génial, hein, mais il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils font voler un avion avec des feuilles Excel. À un moment, pour faire voler un avion, il faut de l'aluminium, il faut de l'acier, il faut du plastique. Et donc tout ça, ce sont des matières réelles, donc il faut s'intéresser à cette problématique des métaux, notamment. Alors, on va parler ici de la notion de métaux critiques. C'est une notion qui a été développée par pas mal de gens. L'Agence internationale à l'énergie a fait un rapport là-dessus, la Banque mondiale a fait un rapport là-dessus, l'OCDE a fait un rapport là-dessus. Plus récemment, le FMI a publié un rapport là-dessus en octobre. Et donc un métal critique, là on vous a donné une définition, selon l'IFP Énergie Nouvelle, donc l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui sont assez spécialistes sur ces questions-là. C'est une matière première critique, c'est une matière qui est utilisée dans de nombreux secteurs de l'industrie, qui est difficilement substituable à court terme, et qui est l'objet de nombreuses applications industrielles dotées d'une grande valeur économique. Et lorsque ces réserves et ces productions sont concentrées géographiquement. Là, on a à peu près résumé tous les sujets qu'on a et qu'on va devoir aborder en fonction de ces différents métaux. Donc là, ce que vous voyez, c'est que sur un certain nombre de technologies bas carbone, eh bien, on a des technologies qui sont beaucoup plus consommatrices. Donc, notamment, par exemple, dans le transport, une voiture électrique utilise beaucoup plus de métaux critiques qu'une voiture thermique classique. Si on prend ne serait-ce que l'exemple du cuivre, dans une voiture électrique, il y a en moyenne 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique. Donc ça a forcément des conséquences. Et puis dans une voiture électrique, vous avez une batterie. Cette batterie, aujourd'hui, la meilleure technologie, c'est les technologies lithium-ion. Et donc ces batteries utilisent du lithium, du cobalt, alors pas toujours du cobalt, mais très souvent donc, du lithium, du cobalt, du nickel, et ce dans des quantités importantes. Et puis dans le domaine de l'énergie, vous le voyez, pour produire les mêmes quantités d'énergie, puisqu'on a rapporté au kilo de métal par mégawatt, donc le mégawatt c'est la puissance installée, d'accord, pour 1 mégawatt de puissance installée, et bien vous constatez que l'éolien et le photovoltaïque sont des énergies beaucoup plus consommatrices de métaux que les technologies nucléaires, charbon ou gaz naturel. Voilà, donc on a
un vrai besoin de réfléchir sur ces sujets-là. Alors je crois qu'après on a pris... Et c'est principalement dans les transformateurs, notamment pour photovoltaïque et éolien, que sont utilisés ces métaux? Ah non, 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 enfin dans les transformateurs, tu veux dire, ah oui, tu veux dire dans l'éolien... Dans tout le système. Alors, si on prend l'exemple d'une éolienne, dans une éolienne, il y a, c'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne, entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre, en fonction de la taille de l'éolienne. Okay. Il y a du zinc pour galvaniser certains métaux, il y a de l'aluminium, il y a beaucoup de métaux. Dans un panneau solaire, il y a beaucoup d'aluminium, il y a beaucoup d'acier pour tout ce qui est structure, et puis il y a des petites quantités d'argent, mais on va voir que ça peut être un sujet parce que des toutes petites quantités multipliées plein de fois, ça peut arriver à des grosses quantités, on en parlera. Et puis après, il y a effectivement toute la problématique réseau. Il va falloir développer les réseaux parce qu'en fait, ce dont on est en train de parler, c'est de faire un truc qu'on n'a jamais fait. On est en train de parler de faire une transition énergétique. Alors, il y a des gens qui me disent, mais la transition énergétique, on l'a déjà fait. Non, en fait, quand on regarde l'histoire, on n'a pas fait de transition, on a fait de l'accumulation. C'est pas parce qu'on a trouvé le charbon qu'on a arrêté d'utiliser le bois. C'est pas parce qu'on a trouvé le gaz qu'on a arrêté d'utiliser le charbon. Et c'est pas parce qu'on a trouvé le gaz, le pétrole, qu'on a arrêté d'utiliser toutes les autres énergies. Donc en fait, on a fait une accumulation, et il faut avoir conscience qu'aujourd'hui encore, les gens ont tendance à se focaliser sur la production d'électricité. Mais quand on regarde la consommation d'énergie primaire, donc les sources d'énergie qu'on utilise, les énergies fossiles représentent encore 80% de l'énergie qu'on consomme. Et donc là, on est en train de parler de devoir se débarrasser de 80% de notre ressource énergétique. Donc c'est absolument considérable comme challenge. Donc il y a un énorme boulot à faire sur ce sujet-là. Quelqu'un dit platine et palladium, pile à combustible pour l'hydrogène n'apparaît pas. On va y venir. On ne peut pas parler de tout en même temps, mais il y a eu déjà des questions sur Twitter sur le sujet. Ne vous inquiétez pas, le platine et le palladium sont deux métaux que j'aime beaucoup et je vais en parler. Mais c'est assez hallucinant de voir comme ça la voiture électrique. Je me rendais pas compte à quel point, en termes d'utilisation de métaux, donc là on parle bien, on passe de 60 à 210 kilos de métaux. Mais c'est normal parce qu'aujourd'hui dans une voiture électrique, tu as une batterie. Ouais. Et la batterie, tu l'as pas dans un véhicule thermique. Donc déjà rien que ça, c'est énorme. Et puis je le disais, comme tu passes à de l'électrique, tu as beaucoup plus de câblage et donc tu as 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Ouais. Donc c'est considérable. Ouais. Après, il y a d'autres sujets sur les productions d'énergie. Au-delà des problématiques de métaux, il y a des problématiques d'empreinte au sol, qui sont une problématique dans le cadre de la gestion globale de la transition énergétique et écologique. Développer la même puissance avec de l'éolien ou avec du photovoltaïque prend beaucoup plus de place que d'utiliser une centrale nucléaire. Donc c'est des sujets aussi qu'il faut intégrer. Il faut recouvrir la France de panneaux solaires pour avoir une ou deux... alors c'est pas exactement ça, mais oui, voilà, forcément, on comprend bien que la densité de l'énergie n'est pas la même. C'est super important cette notion de densité de l'énergie, parce que moi, une de mes convictions que j'essaie d'expliquer aujourd'hui à mes investisseurs, c'est que la transition énergétique, il faut avoir conscience qu'elle va être inflationniste. Et c'est pas bien ou pas bien, c'est comme ça. Je vois de plus en plus de papiers en ce sens. Parce qu'en fait, c'est de la physique. On passe d'une énergie très dense, que sont les énergies fossiles, à une énergie peu dense, que sont les énergies renouvelables. Énergie très dense, ça veut dire quoi? Dans un litre de pétrole, il y a 10 kWh d'énergie. C'est quoi 10 kWh d'énergie? C'est l'énergie qui est développée par les bras de 200 agriculteurs qui font une longue journée de travail au champ. Donc, on peut inventer ce qu'on veut, passer d'une énergie très dense à une énergie moins dense. Forcément, ça coûte plus cher. Puis il y a un deuxième sujet, c'est que les énergies renouvelables ont plein de qualités. Elles ont un défaut, c'est qu'elles sont intermittentes. Ce défaut peut être géré avec des solutions de backup, mais donc ça veut dire qu'il faut payer pour deux systèmes. Le système principal, les énergies renouvelables, et puis le système de secours pour les jours où il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Et donc ça entraîne un surcoût. Et puis il y a une dernière chose, c'est que jusqu'à maintenant, émettre du CO2 était gratuit. C'est-à-dire que les externalités négatives n'étaient pas prises en compte. Aujourd'hui, on a donné un prix au carbone. Et donc, le coût du carbone est un coût qui vient s'ajouter. Avant, c'était zéro, maintenant, il y a un coût. Et ce coût a atteint un nouveau plus haut historique, je crois, vendredi, au-delà de 80 $ la tonne. Donc, forcément, ce coût, enfin 80 € la tonne, pardon, donc ce coût, forcément, vient s'ajouter au processus de production et renchérit ce processus de production. Donc, il faut faire la transition énergétique parce qu'on est sûr que si on ne la fait pas, ça nous coûtera encore plus cher que si on l'a fait, mais il ne faut pas croire que la transition énergétique ne coûtera pas d'argent. Voilà. Quelqu'un qui pose une question intéressante qui dit « Extraire les métaux n'est pas très écologique, la voiture électrique sera-t-elle pire que la voiture classique ?» Alors,
Sur le plan des émissions de CO2, la voiture électrique est mieux que la voiture thermique, à une condition, c'est que l'électricité qu'on met dedans soit propre. Parce que produire une voiture électrique émet beaucoup plus de CO2 que produire une voiture normale, notamment à cause de la production de la batterie. Par contre, après, quand vous roulez, si votre électricité est propre, vous n'émettez plus. Donc, à ce moment-là, vous avez un vrai avantage. En France, du fait de notre base nucléaire importante, eh bien, rouler en voiture électrique est un vrai bénéfice pour le climat. Par contre, il y a une question qui se pose, c'est de savoir si effectivement extraire les métaux va polluer. Et donc, est-ce que ça la disqualifie? Alors là-dessus, j'ai un avis très clair. Il y a des mesures. On sait aujourd'hui que les énergies fossiles sont responsables de 70% des émissions de CO2 de la planète. Okay. On sait que les métaux, dans leur ensemble, pour l'intégralité des métaux, leur extraction, et de ce qu'on appelle from cradle to gate, donc de leur extraction jusqu'à l'arrivée sur le marché final, est responsable, alors pour les spécialistes je précise, en scope 1, 2 et 3, donc toutes les émissions confondues, y compris les émissions des utilisateurs, sont responsables de 11% des émissions de CO2. Ouais. Et sur ces 11%, il y en a 71% qui sont du fait de l'acier et 21% qui sont du fait de l'aluminium. Donc en fait, tous les autres métaux ensemble sont responsables de moins de 1% des émissions de CO2. Ouais. Après, je voudrais quand même rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on est à l'heure des choix. Et là, aujourd'hui, on a le choix entre une source d'énergie qui émet 70% de nos émissions de CO2 et des éléments nécessaires à la création d'une autre source d'énergie qui n'émet pas de CO2, qui sont responsables de 11% des émissions de CO2. Pour moi, le choix est fait. Il y a un élément qui vient s'ajouter à ça, c'est que quand on regarde la production, aujourd'hui elle est responsable de 11% des émissions de CO2, mais si on extrait des métaux, qu'on les utilise pour faire des énergies propres, qui donc vont être utilisées ensuite pour extraire d'autres métaux, on rentre dans un cercle vertueux. Ouais. Si on utilise des camions électriques pour l'extraction, on rentre dans un cercle vertueux. L'Agence internationale de l'énergie a publié un autre rapport juste avant l'été sur la criticité des métaux, dans lequel ils se sont posé cette question de la pollution de la production des métaux. Et en réalité, ils arrivent à la conclusion, ils citent des études qui arrivent à la conclusion qu'au moins pour le nickel et le cuivre, les études montrent qu'on pourrait réduire les émissions de CO2 associées à ces deux métaux, à la production de ces deux métaux, de 80% dans les années à venir. Donc on peut, rendre ça plus propre, et de toute façon, ça nous permet de passer d'un système qui émet 70% de CO2 à un système qui n'émettrait plus que 11% des émissions de CO2. Alors on en produirait plus, donc ça serait peut-être un peu plus, mais tout ça mis bout à bout fait que de toute façon, pour moi, il n'y a pas débat. On doit faire cette transition énergétique et transiter vers des énergies bas carbone. C'est clair. Bon, à ce rythme-là, on n'aura pas fini dans une heure, Nicolas. Non, mais c'est un sujet très intéressant. Voilà, donc là, je vais passer assez vite sur ce graphique parce qu'on a passé pas mal de temps avant. Là, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est le petit point jaune qui vous montre la part des énergies à faible carbone dans les nouvelles capacités de production d'électricité. Et on voit bien qu'en fait, plus on installe d'énergie bas carbone dans notre système, plus l'intensité, donc la quantité de métaux pour chaque mégawatt installé, donc chaque partie de puissance qu'on installe, augmente. Et donc que clairement, on a la visualisation de la plus grande consommation de métaux de ces vecteurs d'énergie que sont les énergies renouvelables et les énergies bas carbone d'une façon générale. Ok. Voilà. Alors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Sur tes préférés? Non, leurs cousins. Alors, on va parler de mes préférés. On va parler un petit peu, on va essayer de passer peut-être en global. Le cuivre et le nickel font clairement partie de mes métaux préférés. Okay. Et c'est pas parce que j'aime bien le cuivre et que j'aime bien le nickel, c'est parce que quand on regarde les chiffres, c'est deux métaux sur lesquels on a beaucoup à attendre en termes d'augmentation des prix. Je reviendrai après sur le rapport du FMI si je ne pense pas que tu m'y feras penser. Donc le cuivre, pour nos lecteurs, faut savoir que les prix post-crise Covid ont littéralement doublé pour aller rejoindre de nouveaux records historiques. Alors on est revenu tout près des records historiques, on les a peut-être même dépassés effectivement, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que là ils doivent être en hausse de 25% depuis le début de l'année, donc on est vraiment sur une tendance. Et pour moi cette tendance ne fait que commencer. Alors pourquoi? Donc on le disait, le cuivre fait partie de ces métaux dont on a besoin dans toutes les technologies.
D'accord? On l'utilise pour les réseaux, on l'utilise pour les voitures électriques, on l'utilise pour les éoliennes, je disais 950 kg à 5 tonnes de cuivre dans une éolienne, on l'utilise pour les panneaux solaires, et donc la consommation de cuivre ne cesse d'augmenter. C'est ce que montre ce graphique de l'AIE qui vous montre en fonction de différents scénarios. Dans le scénario qu'on devrait suivre, qui est le scénario SDS, donc Sustainable Development scénario, vous voyez qu'en 2040, la demande de cuivre en provenance des technologies propres représentera quasiment 50% de la demande de cuivre. Alors, je vais le dire autrement. Je parlais tout à l'heure de l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Ils ont une cellule qui est dirigée par Emmanuel H, qui a fait beaucoup de travaux là-dessus, et qui a essayé de regarder quel pourrait être l'impact sur la demande de métaux du développement de la transition énergétique. Et sur le cuivre, ils sont arrivés à la conclusion que si on veut respecter les 2 degrés, même pas les 1,5 degré, si on veut respecter les 2 degrés, même avec un taux de recyclage élevé, de l'ordre de 40%, c'est difficile d'aller au-delà parce que quand on a mis du cuivre dans les tuyaux de sa maison, on ne va pas enlever les tuyaux du jour au lendemain. Quand on a mis du cuivre dans une éolienne, l'éolienne elle est là pour 25 ans, le temps d'être démantelée pour 30 ans, pendant 30 ans il va être isolé. Donc 40% de taux de recyclage c'est assez élevé, même avec ça, l'IFPEN arrive à la conclusion qu'en 2050, on aura consommé environ 90% des réserves de cuivre prouvées aujourd'hui. Alors, je rassure nos auditeurs, ça ne veut pas dire qu'on va forcément manquer de cuivre, parce qu'il y a 2 choses. La première, c'est que les métaux sont ce qu'on appelle des matières premières de stock. Il y a 2 grands types de matières premières, 3 grands types. Les matières premières de stock, les matières premières de consommation et les matières premières intermédiaires. C'est quoi une matière première de stock? En fait, c'est une matière première qui, quand on la consomme, ne disparaît pas. Et donc, à un moment, dans le futur, si on manque de cette matière première, on a toujours moyen de remobiliser une partie du stock de façon à équilibrer l'offre et la demande. C'est par opposition à une matière première de consommation comme les énergies fossiles. Le pétrole est une matière première, quand on l'utilise, on la brûle. Et donc après, elle disparaît. Et donc si à un moment on vient en manquer, on ne peut pas remettre sur le marché du pétrole qu'on a déjà utilisé. Il est perdu. Et puis il y a les matières premières intermédiaires, que sont les matières premières agricoles, où là, quand vous les utilisez, elles sont consommées. Mais tous les ans, vous avez l'occasion de replanter et donc d'ajuster votre production de façon à être plus en ligne avec la consommation. Donc les métaux sont des matières premières de stock, ce qui est une première bonne nouvelle. Puis la deuxième chose, c'est que on a parlé des réserves prouvées aujourd'hui. Or, une réserve de métaux, c'est la quantité de métaux qui est disponible dans la surface terrestre, estimée dans la surface terrestre, et qui est exploitable technologiquement et économiquement. Ce qui veut dire que si le prix monte, les réserves augmenteront mécaniquement, parce que ça veut dire qu'il y a une partie de ce qu'on considère comme des ressources, donc qu'on a identifiées, mais qui aujourd'hui ne sont pas économiquement viables, qui deviendront économiquement viables. Donc on augmentera les réserves. À 20 000 $ la tonne, en gros, pour traduire. On doit pouvoir en avoir plus. Il y a des enfants ou des adultes, espérons-le, qui iront chercher les morceaux de cuivre dans des adultes. Des adultes. Mais c'est exactement ça. C'est comme sur le pétrole, quand on nous dit, mais il y a 20 ans, on disait qu'on avait 20 ans de pétrole. Aujourd'hui, on nous dit on nous disait qu'on avait 50 ans de pétrole. Aujourd'hui, on dit la même chose. Oui, parce que le prix a monté et donc on peut aller en chercher plus. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, et puis la technologie peut venir nous aider aussi en ayant des process qui soient plus performants et qui nous permettent d'obtenir plus de métal. Donc vraiment sur le cuivre, on a un potentiel important. Alors je fais un tout petit aparté sur le papier du FMI dont je parlais tout à l'heure. Le FMI a publié un papier en octobre là, qui s'appelle Energy Transition Metals, que vous pouvez retrouver facilement sur internet, il est disponible et il est gratuit, dans lequel ils ont étudié l'évolution de la demande possible et l'évolution que ça pourrait avoir sur le prix sur 4 métaux de la transition. Ils ont fait le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. Et leur conclusion, c'est que pour le lithium, le cobalt et le nickel, les prix pourraient gagner quelques centaines de pourcents entre aujourd'hui et 2030. C'est écrit dans le rapport. Et que pour le cuivre, le prix pourrait monter de 60%. Et ils précisent, ces estimations sont plutôt prudentes, et donc s'il y a un risque, c'est un risque haussier. Et à l'inverse, ils voient peu de raisons que les prix baissent. Donc on est quand même sur un trend séculaire très intéressant, et où si on va vers cette transition énergétique, effectivement on devrait connaître une très forte appréciation des prix si on ne se trompe pas sur le diagnostic. Le nickel est intéressant aussi, et moi c'est un des métaux sur lequel je pense qu'on a potentiellement le plus de tension à venir. Pourquoi ? Parce que, pour vous donner une idée, aujourd'hui on produit à peu près 2 millions de tonnes de nickel par an. D'accord ? Alors c'est pas aussi simple que ça, en fait dans le nickel il y a 2 types de nickel. Il y a le nickel de type 1 qui est du nickel très pur,
qui est celui dont on a besoin pour les voitures électriques notamment, on en produit 1 million de tonnes. Ouais. Et du nickel de type 2, un peu moins de bonne qualité, on en produit à peu près 1 million de tonnes aussi. La Banque mondiale, dans le rapport qu'elle a publié en 2019, dit en 2050, rien que pour le transport, pour la mobilité électrique, on aura besoin de 2 millions de tonnes de nickel de type 1. Donc, moi je veux bien, hein, mais là on a la nécessité de développer énormément la production de nickel. Le problème, j'en parlais avec Nicolas juste avant qu'on commence, c'est que aujourd'hui, on n'est pas préparé à ça. Et notamment, l'Europe a mis en place un texte qui s'appelle la taxonomie, qui définit les technologies qui sont vertes et les technologies qui ne sont pas vertes. L'objectif étant d'arriver à pousser les investissements vers les technologies vertes pour essayer d'aider à leur développement. Dans cette taxonomie, le secteur minier n'est pas mentionné. Et donc on a un vrai sujet parce qu'on a, vous l'avez vu, besoin d'énormément de matière, et que si on ne flèche pas les investissements en les déclarant comme verts vers ce domaine-là, eh bien les investissements seront plus difficiles et donc plus chers. Et donc ça peut retarder la transition énergétique. Donc pour moi, il y a une urgence, j'en ai déjà parlé et j'en reparle, à ce que la taxonomie, à un moment ou à un autre, intègre le secteur minier d'une façon ou d'une autre. Alors il y a bon espoir quand même que ça arrive, puisque dans le rapport technique en annexe à la taxonomie, le groupe d'experts explique qu'ils se sont intéressés au secteur minier, qui n'avaient pas le temps matériel d'étudier le secteur en détail. Pourquoi ? Parce que il faut faire une analyse en cycle de vie, parce qu'on disait ça émet du CO2 pendant qu'on le produit, et donc il faut regarder après quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer. Mais le groupe d'experts explique dans cette annexe que les métaux sont indispensables à la transition énergétique. Donc je pense qu'on en arrivera à une situation un peu comme celle qu'on est en train d'évoquer pour le nucléaire et pour le gaz, c'est de dire on va pouvoir utiliser les métaux, les considérer comme verts dans la taxonomie, sous condition qu'ils respectent un niveau maximum d'émissions de CO2 par tonne de métal produite. Je pense qu'on en arrivera là, et ça serait déjà très bien parce que ça nous permettrait d'éventuellement envisager une intégration des métaux dans la taxonomie qui est un prérequis, une condition sine qua non pour moi pour que tout ça se passe bien. Voilà, donc là on a parlé rapidement du cuivre et du nickel qui pour moi sont deux des métaux importants de la transition et qui ont un très très fort potentiel. Je vais dire un mot du lithium et du cobalt. Alors le lithium et le cobalt, j'en parle assez peu pour deux raisons. La première, c'est que investir dans le lithium et dans le cobalt, c'est pas très facile quand on est comme moi, un investisseur au travers des matières premières en direct. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas vraiment de contrat à terme dessus. Il y a un contrat qui existe sur le cobalt, sur le LME, mais il s'en traite très peu chaque jour, et donc c'est pas un marché auquel on peut toucher. Donc c'est compliqué. Après, il y a deux autres éléments qui font que je suis un peu plus prudent sur ces deux métaux. Sur le lithium est un métal qui est essentiel pour la voiture électrique, certes, mais si on utilise le lithium que pour développer des batteries pour les voitures électriques, on a sur Terre largement assez de lithium pour répondre à la demande. L'autre élément, c'est que même si aujourd'hui on commence à avoir une accélération sur le secteur de la mobilité électrique, elle prend du temps et les groupes miniers ont quand même essayé de s'organiser pas mal à ce niveau-là. Et donc on est plutôt pour moi en avance de phase de la part des groupes miniers sur ce secteur. Et donc je ne suis pas persuadé que le lithium aujourd'hui représente le meilleur potentiel à court terme. À plus long terme peut-être, il va falloir voir comment la production minière évolue par rapport à la demande. Donc, mais ce n'est pas mon métal préféré aujourd'hui. Le cobalt, pour moi, il pose un autre problème, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, quand on veut donner du sens à son argent, le problème c'est qu'investir dans le cobalt aujourd'hui c'est compliqué, parce que 65% du cobalt dans le monde est extrait en République démocratique du Congo, avec des standards sociaux et de gouvernance qui sont très discutables, voire très discutés, et à juste titre, et qu'après, 80% au moins du lithium est raffiné en Chine. Et là c'est pareil, au niveau des conditions ESG, on n'est pas forcément super à l'aise sur le sujet. Donc voilà, ce sont deux métaux sur lesquels je ne vais pas trop m'attarder, parce que je n'ai pas trop envie d'y toucher pour les raisons que je viens d'évoquer. Voilà ce qu'on peut dire sur ces quatre métaux. Les quatre présentent un intérêt, mais après, sur le lithium, par exemple, il y a quelques grosses compagnies qui sont très présentes sur ce secteur-là et qui peuvent peut-être présenter un potentiel, mais là, je ne m'avancerai pas parce que c'est quelque chose que je connais moins. Mais les grosses compagnies, c'est SQM, c'est Albemarle, c'est Nivens, c'est Ganfeng, c'est Tianqi. Ces 5 compagnies, à elles seules, représentent à peu près 80% de la production de lithium dans le monde. Donc c'est un autre problème. C'est un problème qu'on n'aura pas, à mon avis, le temps d'évoquer, mais on a un problème géopolitique important. C'est qu'aujourd'hui, on a mis en place toute une diplomatie qui tourne autour des énergies fossiles.
Et aujourd'hui, on a deux problèmes. C'est que les pays qui produisent les métaux ne sont pas les pays qui produisent les énergies fossiles. Donc il faut qu'on repense notre diplomatie. Premier problème. Et on a pris beaucoup de retard là-dedans. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 20 ans que la Chine s'occupe de sécuriser ses approvisionnements en métaux. Alors, il y a peut-être une explication selon moi, c'est que quand vous regardez la composition des gouvernements, aujourd'hui, le gouvernement chinois est composé à 99% d'ingénieurs. Le gouvernement français et la plupart des gouvernements occidentaux sont composés essentiellement de technocrates. Vous pouvez inventer ce que vous voulez, vous n'abordez pas les problèmes de la même façon. Xi Jinping a un diplôme de géologue. Voilà. Et donc, ils ont commencé très longtemps avant nous à s'occuper de cette problématique. La bonne nouvelle, c'est que nous, on commence à s'en préoccuper. On en a assez peu parlé, mais dans le plan Macron qui a été annoncé France 2030, le plan de relance France 2030, il y a 1 milliard qui est consacré à la sécurisation des approvisionnements en matières premières. Donc on va dans le bon sens. Il faut aussi savoir se réjouir de ce genre de choses. Oui, et puis comme tu le disais tout à l'heure, après il y a tout ce qui est notion de volatilité, mais aussi de liquidité, d'accès au marché. C'est ça. Il est quand même beaucoup plus simple d'aller sur le cuivre et le nickel via des produits futurs, des CFD ou des ETF. Ouais, ou des fonds ou des ETF. Ou des fonds que d'aller sur certains métaux un peu plus spécifiques, peu liquides et où on peut se faire des petites frayeurs. Exact. Alors, on va parler après d'autres métaux, sauf si tu as des questions là-dessus, Nico. Écoute, j'ai vu pas mal de questions de gens et il y avait notamment une question qui disait que maintenant on travaille de plus en plus avec des voitures électriques avec des batteries LFP sans nickel. Est-ce que ce n'est pas un risque sur le nickel selon toi? Alors, sauf erreur de ma part, les batteries LFP sont des batteries qui sont sans cobalt, mais elles contiennent du nickel. Voilà. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, je laisse les auditeurs checker éventuellement sur Internet, mais pour moi, il y a du nickel dans les batteries LFP. Et donc, on a, pour moi, assez peu de risques. Après, l'essentiel des batteries, aujourd'hui, qui sont utilisées, sont essentiellement les batteries NMC, donc nickel, manganèse, cobalt, qui sont des batteries qui contiennent beaucoup de nickel. Et toutes les dernières technologies, les plus performantes sont ça. Le nickel, en fait, sert à la stabilité de la batterie. C'est pour ça que même dans les batteries LFP, il y en a peut-être un petit peu moins, mais pour moi, il y en a aussi dans les batteries LFP. Alors après, il y a des questions sur des métaux, mais encore plus petits. Là, je rends les armes. Et dans ces cas-là, c'est trop spécifique. Et comme on le disait, on préfère aller sur du cuivre et du nickel que d'autres qui sont plus petits. Alors quand on va dans les encore là, on plus parle petits, du vanadium, on peut aussi parler de l'iridium, qui sont des métaux intéressants, mais qui sont des métaux qui sont assez difficiles. Après, on peut faire juste un petit aparté sur les terres rares, parce que c'est une question qui intéresse beaucoup de gens. Alors, je voudrais préciser deux choses. Les terres rares ne sont pas des terres, ce sont des métaux, et elles ne sont pas rares. Donc elles sont mal nommées. D'accord. Les terres rares ne sont pas rares du tout. Elles sont rares aujourd'hui parce qu'on a décidé de ne pas les exploiter. Parce que c'était des exploitations qui étaient plutôt sales. Donc on a fermé nos mines et on a fermé nos capacités de raffinage aussi. Pour mémoire, Guillaume Pitron en parle dans son livre qui s'appelle, le sous-titre c'est la guerre des métaux, je crois, et qui sous-titrait La face cachée de la transition énergétique. Et il explique que dans les années 80, 50% du raffinage mondial de terres rares était fait par Rhône-Poulenc en France. Et on s'est simplement rendu compte que c'était pas très bien vu, que c'était moins cher de le faire en Chine, donc on a arrêté de faire ça. Voilà. Donc aujourd'hui, la Chine a un quasi-monopole sur les terres rares, mais on est en train d'évoluer un peu partout là-dessus, et notamment aux États-Unis, où ils parlent de rouvrir des mines de terres rares pour essayer de se défaire de cette dépendance chinoise importante. Et il y a quelqu'un qui parlait aussi du fait que ces métaux peuvent augmenter avec la transition écologique, mais aussi beaucoup d'utilisation de technologies. Tout ce qui est PC, carte mémoire, tout ce qui est produit. Bien sûr. Les gens qui pensent que la dématérialisation de l'économie va nous faire consommer moins de métaux, oublient que derrière la dématérialisation, il faut des serveurs, il faut des ordinateurs, évidemment. On parlait aussi du développement des voitures électriques, mais on peut aussi parler de la voiture autonome, qui va nécessiter énormément de capacité de traitement de données, énormément de radars, de lidars, de choses comme ça. Donc tous ces éléments-là sont des éléments, qui vont consommer aussi beaucoup de métaux. Donc le développement de la technologie aussi est très consommateur. Alors pour répondre à nos auditeurs, le but de cette émission, c'est de vous parler de ce méga trend, de donner les raisons de ce méga trend qui se met en place sur les métaux, notamment les métaux industriels, de voir pourquoi ils sont très intéressants, qu'est-ce qui va les tirer à la hausse,
Et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'on est actuellement dans des marchés qui sont assez complexes. Parce qu'on a des marchés actions qui ont été tirés par les banques centrales pendant 10 ans et qui sont sur des ratios de valorisation super élevés. On a d'autres actifs comme les crypto-monnaies qui sont ultra volatiles, pas encore régulés et où on ne peut pas non plus mettre des sommes folles. Il est difficile. Des obligations qui rapportent un rendement négatif. Voilà, donc on n'a plus beaucoup d'options. Les métaux pour certains ont été décevants ces dernières années, d'autres sont en train de se reprendre avec ce qui s'est passé la post-Covid. Et il est bon, si tu veux, de se dire que quand tu vas acheter du métal dans les mois, dans les trimestres à venir, après tu peux en acheter via ETF, tu peux en acheter en physique aussi, un petit peu, je suppose, pour certains, des métaux précieux peut-être. C'est compliqué à stocker après, mais bon, voilà, c'est effectivement une possibilité. Mais au moins, quand tu investis dedans, tu sais que derrière tu as quelque chose de tangible. Le gros avantage d'une matière première, c'est ce que j'ai toujours, le gros avantage des actifs réels, c'est pareil avec l'immobilier, c'est que ça fait jamais faillite. Ta valeur peut diminuer, mais il te reste toujours quelque chose et donc tu as toujours l'occasion de t'en faire. Alors après, il faut quand même pas se leurrer, il faut que vous gardiez bien en tête, ce sont des marchés qui sont volatiles. Donc il faut être capable d'accepter une certaine volatilité de vos investissements, y mettre la part qui est consacrée en fonction de votre appétence au risque, parce que on est sur une volatilité qui est comparable à celle des actions, voire des actions, je dirais en temps normal, pas de entre actions et crypto. Voilà, et donc on peut avoir des moments un peu rock'n'roll. On n'a qu'à prendre un seul exemple, le palladium, qui est un métal extraordinaire qui a fait, je crois, 500% sur les 5 dernières années jusqu'à fin de 2020. En 2021, il a fait un nouveau plus haut historique à 3000 $ l'once en juin de mémoire. Et depuis, il est retombé à 1700 $ au plus bas, donc il a perdu presque 40%. Donc ça peut être assez volatile, il faut l'avoir en tête. Voilà, on voit ici le graphique, on débute en 2010, plusieurs années de latéralisation. Lorsque d'ailleurs l'or s'est réveillé, c'était 2017-2018, les autres métaux, font de même. Alors en fait, il y a une autre raison pour le palladium. En fait, le palladium, ce qu'il a fait vraiment décoller, c'est que le palladium, c'est un métal qui sert essentiellement à une chose. 80% du palladium dans le monde est utilisé pour faire des pots catalytiques pour les véhicules essence. Et en 2015, boum, Dieselgate, scandale Volkswagen. Plus de diesel. Et donc on commence à réduire le diesel et à augmenter l'essence. Et puis, deuxième chose, les normes environnementales se durcissent. Et plus les normes environnementales se durcissent, plus tu dois mettre de palladium. Alors, on est passé, moins de platine, plus de palladium. Et le platine, c'est casser la figure. Et alors, ces deux métaux aujourd'hui vont mieux parce que, pour le palladium, il y a cette tendance sur l'essence. Deux, le marché du diesel s'est un peu stabilisé. Et puis, je le disais, les normes environnementales se durcissant. Plus les normes environnementales sont sévères, plus il faut mettre de platine ou de palladium dans son pot d'échappement. Et puis il y a une troisième tendance qui a été importante pour ces deux métaux, c'est la tendance des SUV. Plus votre véhicule est gros, plus il faut de platine ou de palladium dans votre pot d'échappement pour le traiter. Voilà. Donc c'est ça qui a beaucoup changé la vie pour ces deux métaux. Alors, si on fait on va repasser peut-être pas au slide suivant parce que je vois le temps qui tourne en plus. On va parler rapidement de l'argent. L'argent est un métal que j'aime beaucoup dans le cadre de la transition. Je l'adore. J'en ai en physique. Il est très en retard par rapport à... T'en as ici ou pas? Non, c'est juste pour savoir si je fais un hold-up. L'argent, c'est un métal intéressant. Alors, il a une spécificité physique qui le rend très intéressant dans l'industrie. C'est que c'est le métal sur Terre qui conduit le mieux l'électricité. Pas le cuivre, pas l'or, contrairement à ce que certaines personnes pensent. C'est l'argent. Il y a une échelle pour mesurer la conductivité de l'électricité par un métal qui va de 0 à 63. L'argent est à 62. Pour vous donner des éléments de comparaison, le cuivre est à 59 et l'or est à 51. Donc on utilise l'argent pour transporter les électrons. Et donc on a développé ça pas mal depuis ces dernières années. Et notamment, l'argent est indispensable à la fabrication des panneaux solaires. Alors comme ça coûtait cher, c'est ce que vous montre la ligne jaune, on a tout fait pour essayer de réduire la quantité d'argent qu'on embarquait dans un panneau solaire. Donc le coût, pour essayer de réduire le coût. Donc on est passé de 20 à 25 grammes en 2010 à 5 grammes autour aujourd'hui. Par contre, vous voyez la courbe à la fin, elle est asymptotique, donc ça fait 3 ans qu'on n'arrive plus à diminuer les quantités. Bon. Sauf que depuis 2010, on produit beaucoup plus de panneaux solaires. C'est ça. Alors pour vous donner un ordre d'idée, on n'a pas encore les chiffres définitifs pour 2021, mais en 2020, on a installé un record de capacité de solaire dans le monde d'à peu près 120 gigawatts. 120 gigawatts, ça fait, pour ceux qui ne savent pas, une tranche nucléaire, ça fait à peu près 1 gigawatt. Donc ça veut dire que ça fait l'équivalent de 120 réacteurs nucléaires en termes de puissance, pas en termes de production d'électricité. C'est important de le signaler. Ces installations ont consommé 3142 tonnes d'argent.
c'est 12% de la production mondiale d'argent. Ok? C'est déjà beaucoup. Maintenant, je reviens à mon rapport de l'AIE de tout à l'heure. Le rapport de l'AIE que je citais tout à l'heure, Net Zero by 2050, dit si on veut respecter l'accord de Paris, il faut qu'entre aujourd'hui et 2030, chaque année, on installe 520 gigawatts de solaire. 620 gigawatts de solaire. C'est-à-dire 5 fois plus que ce qu'on a installé l'année dernière. Donc, ce qu'on a installé l'année dernière, ça a consommé 12% du métal. Selon l'AIE, il faudra en installer 5 fois plus tous les ans jusqu'en 2030. Donc on est à 60%. C'est ça. Et l'AIE précise, pour vous donner un petit peu une idée du challenge qu'on a, que ça revient à dire qu'entre aujourd'hui et 2030, il faut installer dans le monde chaque jour, j'ai dit chaque jour, l'équivalent de la plus grosse centrale solaire actuellement en activité. Donc gros boulot. Mais ça ne s'arrête pas là, Nico. Il n'y a pas que les panneaux solaires qui consomment de l'argent. Il y a un autre truc qui s'appelle les voitures électriques. Alors là, si les gens connaissent un petit peu, on va dire les voitures électriques, n'importe quoi, dans une voiture électrique, dans une batterie électrique, il n'y a pas d'argent. C'est vrai, il n'y a pas d'argent. Ce que les gens savent peu, c'est que quand on parle d'une voiture et d'une batterie électrique, on imagine un gros bloc, comme la batterie au plomb qu'on a dans notre voiture. C'est pas du tout ça, une batterie de voiture électrique. C'est ce qu'on appelle un pack de batteries. Donc en fait, c'est une espèce de grosse boîte dans laquelle on a plein de batteries individuelles qui ressemblent à des grosses piles, un peu plus longues et un peu plus larges. Si vous avez une cigarette électronique, dans certaines cigarettes électroniques, vous avez ça. Et une fois que vous avez toutes mis dans cette caisse, vous allez devoir relier toutes ces piles entre elles. Et pour ça, on utilise de l'argent. Et donc, ça fait que, alors qu'en 2010, l'industrie automobile consommait quasiment pas d'argent, en 2019, dans l'industrie automobile, les voitures électrifiées, donc électriques plus hybrides rechargeables, représentaient un peu moins de 5% de part de marché. Et bien à cette époque-là, l'industrie automobile consommait déjà 6 à 7% de la production mondiale d'argent. Je reviens à mon rapport de l'AIE. L'AIE dit si on veut respecter l'accord de Paris, en 2030, il faut que la part de marché des voitures électrifiées, ce soit 60%, 12 fois plus. Vous voyez un petit peu l'impact que ça peut avoir. J'avais un petit graphique qui traînait, que j'avais mis de côté parce que je savais qu'on se voyait. Ça, c'est la demande pour les batteries au lithium-ion d'ici 2030. Ouais, alors attention, c'est en cumulatif. Hein. Mais on voit qu'il y a un trend, quoi. Bien sûr. Le trend est là alors, et ne fait que commencer, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, les voitures électriques, ça va se développer, ça va prendre du temps quand même. À horizon 2025, on estime que dans le monde, on vendra à peu près 5 millions de véhicules 100% électriques par an. Pour vous donner un ordre d'idée, dans une année normale, on vend à peu près 90 millions de véhicules dans le monde. Donc ça restera on est à 1% pour l'instant, c'est vraiment ridicule. Ouais. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on est à 1% de voitures électriques dans le parc. Par contre, la capitalisation rien que Tesla est capitalisée plus que toutes les autres producteurs d'auto. C'est complètement dingue. Ouais. C'est complètement dingue. Donc voilà, donc pour moi, tous ces éléments-là font que l'argent a un énorme potentiel d'appréciation parce que les quantités qu'on va devoir aller chercher sont absolument considérables. Okay. Voilà. Et l'argent en plus fait partie des métaux précieux avec l'or, dont on sait que certains aiment se diversifier en métaux précieux. Ouais. L'argent est sur un trend haussier de long terme. L'argent est dans une zone d'accumulation rationnelle. Alors ça, c'est un terme qu'utilise Trado, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est des zones de prix dans lesquelles il n'y a pas de tendance, mais où en fait on va accumuler pendant plusieurs trimestres à plusieurs années parce qu'on est convaincu que la sortie s'en fera par le haut. Or, depuis un an et demi, l'argent évolue entre 20 et 30 $. Le jour où on pètera les 30 $, à mon avis, il va y avoir des sacrés mouvements. Il faut avoir en tête, hein, l'or est revenu l'année dernière sur son plus haut historique et l'a dépassé. Le plus haut historique de l'argent s'était fait au moment du précédent plus haut historique de l'or, en 2011. Il était à 50 $ l'once. Aujourd'hui, on est à 23, 24, 25 $ l'once sur l'or. Donc on est très très loin de ces plus hauts historiques. Ouais. Alors... Donc, on l'a retenu, transition énergétique, des métaux dont le cuivre. Alors le cuivre, je t'émettrai un petit warning tout à l'heure quand même, qui est que le cuivre a une corrélation extrêmement forte aussi à l'économie et au marché financier. Ouais. Un autre warning, c'est que il y a un élément qu'il va falloir surveiller, c'est qu'aujourd'hui, juste pour rappel, hein, la Chine est devenue très grosse consommatrice de métaux. Pour avoir un ordre d'idée de ce que ça veut dire, très grosse consommatrice de métaux, en 2000, la Chine consommait à peu près 10% de tous les métaux du monde. 10% du cuivre, 10% de l'aluminium, etc. Aujourd'hui, la Chine consomme quasiment 50% de tous les métaux du monde. Entre 40 et 50% de tous les métaux du monde. Ouais. Et la zone Asie du Sud-Est, 70% de tous les métaux du monde. Donc, l'activité économique dans cette zone-là est fondamentale
pour savoir, et c'est là qu'on peut avoir de la volatilité sur le cours de ces métaux, on parlait tout à l'heure de volatilité, s'il y a un ralentissement fort en Chine, on peut se retrouver potentiellement pendant un certain temps avec des métaux qui vont souffrir. Mais ce qui serait alors une opportunité d'achat à l'intérieur d'un méga trend de très long terme. Je pense que là on va parler du palladium. Si tu regardes le palladium, pour moi la baisse récente du palladium est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je te propose qu'on passe peut-être sur le slide d'après pour parler d'abord du palladium. Ah non, j'ai pas mis le graphique sur le palladium. Non, tu l'as pas mis, j'avais juste mis le graphique. Je savais que tu allais en parler, du coup j'avais préparé ça là. Alors le palladium c'est un métal, donc je le disais, 80% du palladium dans le monde est utilisé pour fabriquer des pots catalytiques. Donc pour des pots catalytiques pour les véhicules essence, donc il a bien profité, il a énormément monté ces dernières années. La question c'est et maintenant, parce que beaucoup de gens me disent mais ouais mais la voiture thermique, enfin dans une voiture électrique il n'y a pas de pot d'échappement, donc le palladium est-ce que c'est encore intéressant? Alors je le disais tout à l'heure. C'est ce qu'on disait, pour arriver à un parc. Pour vous donner un idée, il y a deux choses intéressantes à savoir. La première chose c'est que donc en 2025, selon les études des consultants spécialisés sur ces questions, on vendra à peu près 5 millions de véhicules électriques par an dans le monde, sur 90 millions de véhicules dans une année normale. Cette année on est un peu bien moins que ça, mais dans une année normale on vend à peu près 90 millions de véhicules. À côté de ça, on vendra entre 15 et 20 millions de véhicules hybrides rechargeables. D'accord? C'est important de le noter, pourquoi? Parce que dans un véhicule électrique, évidemment, il n'y a pas de pot d'échappement. Par contre, dans un véhicule hybride rechargeable, il y a un pot d'échappement. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, ce que les gens savent, c'est que dans un véhicule hybride rechargeable, il y a deux moteurs. D'accord? Un moteur thermique et un moteur électrique. Donc on a un pot d'échappement pour le moteur thermique. Mais du fait qu'on ait deux moteurs, et c'est ça que les gens ne savent pas, on va utiliser tantôt l'un, tantôt l'autre. Et donc la température de fonctionnement du moteur thermique va être plus faible. Et donc la température des fumées va être plus faible. Et donc il faut plus de catalyseurs pour la traiter. Donc dans un pot d'échappement d'un véhicule hybride rechargeable, il y a, c'est pas moi qui le dis, c'est Johnson Matthey, le plus gros producteur de pots catalytiques au monde, il y a entre 10 et 15% de palladium de plus que dans un pot d'échappement de véhicules thermiques classiques. Donc l'un dans l'autre, je dirais que le palladium, oui, à moyen terme, on peut se poser des questions sur son avenir, mais je dirais jusqu'à un horizon 2025, je suis relativement peu inquiet sur la consommation de ce métal. Sachant que de l'autre côté, la production augmente difficilement, et c'est ce qui explique que on a connu ce trend complètement dingue ces dernières années. On a eu 11e année consécutive. Alors cette année, c'est la 10e année consécutive de déficit sur ce marché, donc on produit moins qu'on consomme. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est des matières de stock, donc on peut mobiliser un stock. Maintenant, quand ça fait 10 ans de suite que vous êtes obligé de mobiliser un stock, ça commence à devenir difficile de trouver un stock. Et l'année prochaine, on sait déjà que ce sera la 11e année consécutive de déficit. Alors vous allez dire, pourquoi on se casse la gueule comme ça? Alors, on se casse la gueule comme ça pour une raison simple. C'est une raison purement conjoncturelle. Il y a eu un problème, dont vous avez tous entendu parler, qui est des problèmes de supply chain, d'approvisionnement, et notamment en semi-conducteurs. Et la baisse de production des semi-conducteurs a entraîné notamment l'industrie automobile, a obligé l'industrie automobile à réduire sa production. Toyota a dû, en septembre, réduire sa production de 40%. Donc, moins de production de véhicules, moins de besoin de pots d'échappement, moins de demande de palladium. Et donc, la demande s'est, à court terme, effondrée. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a un truc un peu particulier sur les matières premières qu'on appelle la structure de prix à terme. Je ne vais pas rentrer en détail, au contango, le backwardation, si certains d'entre vous veulent le regarder plus en détail. Et que, actuellement, le marché du palladium est ce qu'on appelle en contango. C'est-à-dire que les prix à terme sont plus élevés que les prix comptants sur les premières échéances. Ça veut dire qu'en fait, on considère qu'on ne manque pas de palladium. Mais quand on va plus loin sur la courbe, plus loin dans le temps, le marché repasse en backwardation, c'est-à-dire repasse en situation de stress entre l'offre et la demande. Donc tout ça est très rassurant et nous montre pour nous qu'on est bien dans une situation conjoncturelle et que structurellement le problème n'a pas changé et que donc dès que l'activité économique automobile va reprendre à peu près des normes, sur des bases normales, on va voir le marché repartir. D'ailleurs on le voit bien, il y a un moment là où sur ton graphique, si tu veux le remettre à l'écran, il y a un moment où on refait une bougie à la hausse, là tout à la fin du graphique, si c'est celle-là, en octobre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que fin septembre, il y a des rapports qui sont tombés sur la Malaisie, qui montraient qu'en Malaisie, fin août, 59% des usines de semi-conducteurs étaient ouvertes. Donc la Malaisie est responsable de 15 à 20% de la production mondiale de semi-conducteurs. Wow. Et fin septembre, on a eu des nouvelles études qui montraient que 89% de ces usines étaient à nouveau ouvertes. Et là, le palladium est reparti très vite. Okay. Alors après, il y a eu à nouveau des trous d'air, il y a eu à nouveau la crainte sur le variant Omicron. On fait rechuter, mais on pense qu'il y a beaucoup de potentiel sur ce métal, au moins pour les 2-3 prochaines années. Après, on verra. Mais d'autant plus, ça veut dire que si on avait des accidents de marché dans les semaines qui viennent,
que les marchés actions étaient plus sous pression, qu'il y avait des sorties de capitaux, qu'il y avait une crispation des opérateurs, bah, ça nous donnerait peut-être l'opportunité géniale d'avoir du palladium sous 1400 $. Alors, je suis pas certain, Nico, parce que... Alors, je dis pas que ça peut arriver, mais je dis, non, dans le cas où, sait-on jamais, ça arriverait... Pour moi, ça serait une opportunité. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, le positionnement des spéculateurs sur ce marché est très faible et il est plutôt vendeur. Donc, s'il devait y avoir une panique et besoin de recherche de liquidité, si les spéculateurs devaient sortir de ce marché, ils feraient plutôt remonter le marché plutôt que de le faire descendre. Ok, très bonne réponse, très bonne réponse. Ça, c'est un élément qui est important parce que c'est ce qui explique la baisse de l'or en mars 2020, au début de la crise. Parce que les mecs, ça fait plusieurs mois que l'or monte, donc les spéculateurs sont longs. Les marchés d'actions et d'obligations se cassent la figure. Les types ont besoin de payer des appels de marge. Ils liquident ce qui est liquide, donc ils liquident l'or. Et donc dans les premiers jours, l'or se casse la figure avant de repartir très haut et de faire des nouveaux plus hauts historiques. Okay. Donc là, je ne suis pas sûr qu'on puisse compter sur un type de mouvement comme ça. Enfin là, on a déjà quand même perdu 40%. Pour moi, l'or doit retourner à 3000. Le palladium doit retourner à 3000, sachant qu'il est à 1700, ça veut dire qu'il y a 50% à gagner. C'est déjà pas mal. Carrément. C'est pas le Bitcoin, mais c'est pas mal. Oui, mais tu n'as pas perdu 20% dans le week-end. Si tu bon, j'espère que les gens qui avaient fait des remarques sur Twitter ont eu leur réponse sur le palladium. Je vais parler un peu du platine. Alors le platine, c'est un métal qui a énormément souffert. Ils étaient interchangeables à un moment. Alors pas interchangeables, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les deux comme catalyseur, mais on utilise plutôt, pour des questions de prix, on utilisait plutôt le platine dans le diesel parce que il était plus adapté, il était beaucoup plus cher, mais il était plus adapté, et on utilisait plutôt le palladium dans l'essence. Alors le platine, lui, il est utilisé à 40% seulement pour les pots catalytiques, c'est pour ça qu'il a moins souffert de la crise automobile actuelle, et 40% pour la bijouterie. Ok. Le platine a vécu un enfer, parce qu'avec le Dieselgate, il s'est fait laminer. Il faut savoir qu'historiquement, le prix du platine est plus élevé que le prix de l'or. Aujourd'hui, une once de platine, ça vaut 1000 $, une once d'or, ça vaut 1800 $. Donc, il est très en dessous. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, les producteurs se sont adaptés. Ils ont fermé un certain nombre d'unités de production. Et donc, depuis fin 2018, on a un marché qui s'est repris. À cause des mêmes trends que pour le palladium, c'est-à-dire SUV, c'est-à-dire normes environnementales. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pour les normes environnementales, pour vous donner l'impact que ça peut avoir. Depuis 1990, le marché automobile dans le monde a connu une croissance de 60%. Depuis 1990, la consommation de platine et de palladium par le secteur automobile a été multipliée par 6. Donc ça, c'est l'impact des SUV et des normes environnementales. D'accord ? En 2019, la Chine adopte une nouvelle norme environnementale, China 6, l'équivalent de notre norme européenne Euro 6B. Cette année-là, les constructeurs automobiles chinois sont obligés de rajouter 25% de palladium en plus dans leur pot d'échappement. Donc ça tape. Cette année, l'Inde met en place Bharat 6, l'équivalent de China 6 et d'Euro 6B. Ils vont être obligés d'augmenter la quantité de palladium. Il va y avoir des normes aussi sur les véhicules diesel, donc pour les camions notamment, on utilise encore beaucoup de diesel, il va falloir aussi augmenter les pots d'échappement. Et en Europe, on va mettre en place Euro 6D. Euro 6D va se traduire selon Johnson Matthey par au moins 10% de palladium en plus dans les pots d'échappement pour les constructeurs automobiles. Donc le platine a connu une vie difficile, mais avait commencé à se stabiliser. Et puis il a connu une accélération en fin d'année dernière, et à mon avis, cette accélération est le point qui peut nous permettre d'être très optimistes sur le platine. Pourquoi est venue cette accélération? Parce qu'on s'est rendu compte que le platine avait un autre gros avantage, une grosse utilité, qui est qu'il est indispensable à une technologie bas carbone, qui est la technologie bas carbone la plus en vogue actuellement, c'est l'hydrogène vert. Alors, petit point sur l'hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène s'est fabriqué de façon absolument affreuse. C'est très polluant. Donc aujourd'hui, il y a une grande chance que si vous avez une voiture à hydrogène, cette voiture en fait pollue énormément, parce que pour produire cet hydrogène, on pollue énormément. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on produit l'hydrogène en faisant ce qu'on appelle le vaporéformage du méthane. Je ne vais pas rentrer dans un cours de chimie, mais en gros, le méthane c'est du gaz naturel. Donc c'est CH4, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. On le met avec de l'eau chaude, très chaude, de la vapeur d'eau, H2O. Ça va casser toutes les liaisons entre tous les atomes, et on va récupérer l'hydrogène. Et à côté de ça, il va rester du carbone et de l'oxygène. Et le carbone et l'oxygène, ils s'adorent, ils se mettent ensemble et ils font du CO2. Et donc pour chaque tonne d'hydrogène produite aujourd'hui dans le monde, on émet 10 tonnes de CO2. Donc c'est pas terrible. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait tous comment faire de l'hydrogène propre. On l'a tous fait à l'école. Tous fait en seconde, je crois.
On prend un verre d'eau, on met 2 électrodes, on fait passer un courant électrique, il y a des petites bulles qui se forment sur une des électrodes, on les récupère dans un tube à essai, et c'est de l'hydrogène. Voilà, ça s'appelle l'électrolyse de l'eau. Donc, on veut développer l'électrolyse de l'eau. Alors, juste une question, pourquoi on veut faire de l'hydrogène? On veut faire de l'hydrogène notamment pour régler le problème de l'intermittence des énergies renouvelables. C'est quoi le problème? Des fois, il y a du vent, il y a du soleil, ça produit de l'électricité, mais on n'en a pas besoin. Or, le réseau électrique doit toujours être à l'équilibre entre la consommation et la production. Donc, on se dit, bah tiens, on a un problème de stockage, on pourrait utiliser cette électricité pour faire de l'hydrogène, et comme ça, on stockerait l'énergie sous forme d'hydrogène. C'est ce qu'on appelle le power to gas. Et puis après, à un moment où on a besoin d'électricité et où il n'y a pas de vent ou pas de soleil, on va utiliser cet hydrogène pour refaire de l'électricité. C'est ce qu'on appelle le gas to power. Donc, pour la première tâche, power to gas, il faut des électrolyseurs. Et pour faire la deuxième étape, pour faire passer du gaz to power, il faut ce qu'on appelle une pile à combustible. Fuel cell en anglais. C'est pour ça que les véhicules à hydrogène en anglais s'appellent les fuel cell vehicles. Okay. Alors, il y a différentes technologies de piles à combustible, on ne va pas rentrer encore dans les détails. Il y en a une qui a un avantage, c'est qu'on peut la déplacer. La pile à combustible est mobile, on peut la déplacer. C'est une technologie qui s'appelle Proton Exchange Membrane. Et donc, cette technologie, c'est celle qu'on utilise dans les voitures électriques. Alors, pourquoi c'est important pour le platine? Parce que dans un électrolyseur, aujourd'hui, les électrolyseurs les plus performants ont des électrodes qui sont en platinoïde. Généralement, l'anode est en platine, des fois en palladium. Mais aujourd'hui, on utilise surtout le platine parce qu'il est moins cher, mais on pourrait utiliser du palladium. Donc c'est pour ça que l'avenir du palladium n'est pas complètement bouché. Ouais. Et puis, l'autre est souvent en iridium. Donc, besoin de platine pour faire de l'hydrogène. Et puis après, dans une pile à combustible, dans la technologie Proton Exchange Membrane, il faut du platine. Pour faire le reverse, donc pour transformer l'hydrogène en électricité, il faut du platine. Et il faut beaucoup de platine. Il faut à peu près une once de platine, c'est-à-dire 31 à 32 grammes de platine par pile à combustible. Ah ouais. Donc pour vous donner un ordre d'idée, dans un pot catalytique, il y a à peu près 5 à 7 grammes de platinoïde. Dans une pile à combustible, il y a 31 à 32 grammes. D'accord? Et donc ça peut faire beaucoup. Je vais vous donner un chiffre. Hyundai, constructeur sud-coréen, pardon, veut développer la voiture à hydrogène. Et ils ont pour objectif, en 2030, de vendre 700 000 véhicules à hydrogène par an. Donc ça veut dire 700 000 véhicules, 700 000 onces. Ouais. 700 000 onces de platine, énorme. Ça fait un peu plus de 20 tonnes, 23 tonnes de platine. Aujourd'hui, la production mondiale de platine, c'est 230 tonnes par an. Ouais, ça fait donc ça veut dire que Hyundai tout seul en 2030 pourrait avoir besoin de 10% de la production mondiale de platine. Ouais, c'est dire. Le Anglo American Platinum, qui est un des plus gros le plus gros producteur de platine au monde, estime que dès 2025, on pourrait avoir besoin de 25 tonnes de platine pour l'industrie de l'hydrogène, pile à combustible plus électrolyse, ça fait 10% du marché, et qu'en 2030, on pourrait avoir besoin de 100 tonnes de platine, c'est-à-dire 40% de la production mondiale. Donc là, il y a un très très gros potentiel. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est bien l'hydrogène? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Parce qu'il faut que je vous dise, pour passer de l'électricité à l'hydrogène, il y a des pertes d'à peu près 50%. Et pour passer de l'hydrogène à l'électricité, il y a des pertes d'à peu près 50%. Donc c'est pas une capacité de production hyper pourtant les Français on a l'air très friands de... Mais en fait c'est là que j'allais en venir. On s'en fout de savoir mon avis sur ça, et c'est pas vraiment le sujet. L'hydrogène propre va se développer. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Il y a aujourd'hui 30 pays qui ont annoncé un plan hydrogène. La France va mettre 7 milliards d'euros sur la table entre aujourd'hui et 2030. Ouais. L'Allemagne 9 milliards. L'Espagne 8 milliards. Le Portugal 8 milliards. La Chine a déjà commencé. Le Japon y va. La Corée du Sud y va. Les États-Unis y vont. Va y avoir un déferlement d'argent dans ce secteur. Et donc, va y avoir un gros développement de ce secteur et donc potentiellement une très grosse demande de platine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est assez optimiste sur ce métal qui souffre depuis plusieurs années. Voilà. Je vois en commentaire, meilleur système de stockage d'électricité, STEP. Tout à fait, le meilleur système d'électricité, celui sur lequel on a moins de déperdition, ce sont les STEP. Donc les STEP, pour ceux qui ne savent pas, c'est les stations de transfert d'énergie par pompage. Et donc, c'est simplement un barrage réversible. Donc, vous avez de l'eau dans un barrage. Quand vous avez besoin d'électricité, vous faites descendre cette eau, elle passe dans une turbine et elle fait de l'électricité. Et en bas, au lieu de la laisser repartir dans une rivière, vous la stockez dans un autre stockage. Et puis, si à certains moments vous avez de l'électricité dont vous n'avez pas besoin, vous utilisez cette électricité pour faire remonter l'eau dans le barrage. Puis comme ça, au moment où vous aurez besoin d'électricité, vous la ferez redescendre, etc.
Voilà. C'est aujourd'hui la solution la plus efficace. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en mettre partout. Il y a quelqu'un qui dit « C'était moi la question sur Twitter pour le platine et palladium, je suis conquis par votre analyse, merci. » Yes. Voilà, Il y a au moins un auditeur content, c'est déjà ça. Super. Top. Bon, le temps tourne, hein, je suis désolé, je parle trop comme d'habitude. Mais non, mais on adore quand tu parles, Benjamin, parce que tout est sourcé, tout est raconté. En plus, tu as dû te taper un sacré paquet de rapports ouais, mais en anglais. Mais non, mais c'est passionnant. Mais passionnant. par contre, ça me fait halluciner ce que tu es en train de me dire. On va avoir des pressions inflationnistes dans les années à venir qui vont être complètement... Pour moi, oui, parce que si on prend ne serait-ce que... Enfin, sur la partie production d'énergie, après sur le reste, je sais pas, il y a trop de choses, mais trop de paramètres en jeu. Mais, par exemple, aujourd'hui, on part du principe que produire des éoliennes et des panneaux solaires va coûter de moins en moins cher. Ouais. Moi, je veux bien, mais les matériaux représentent quand même 15 à 20% du coût de production. Et eux, leur prix monte. Si j'ai raison et que le prix de ces métaux prend, on va dire, 50%, 20% de 50%, ça fait 10%. Et donc, on peut avoir sur cette partie-là, bouffer complètement les économies d'échelle qu'on va pouvoir faire en développant plus de trucs. Ouais. Donc, partir du principe que de produire des éoliennes et des panneaux solaires va coûter de moins en moins cher, je ne sais pas si c'est vrai. Ouais. En tout cas, je me pose des questions. Et puis après, j'ai une deuxième problématique, c'est qu'on peut inventer ce qu'on veut. Je le disais tout à l'heure, produire avec des énergies diffuses et avec des énergies non continues, des énergies intermittentes, ça nécessite d'avoir deux systèmes à entretenir en même temps. Et ça a un coût. Je vais prendre un exemple très simple. L'Allemagne. L'Allemagne, en 2004, avait à peu près 100 gigawatts de capacité pilotable installée dans son pays. Donc capacité pilotable, c'est des capacités de production électrique où on appuie sur un bouton, il y a de l'électricité, on baisse le bouton, il n'y a plus d'électricité. C'est des centrales à gaz, c'est des centrales à charbon, des centrales nucléaires, des centrales à fioul. Okay. 100 gigawatts. Retenez ce chiffre, oubliez gigawatts, retenez 100. Depuis, ils ont décidé de faire la transition énergétique. Ils ont créé 100 de capacités renouvelables, essentiellement éolien plus solaire. Bon, il leur reste 100 ils avaient 100 de pilotables, ils ont développé 100 d'énergie renouvelable. D'après toi, il leur reste combien d'énergie pilotable aujourd'hui? C'est une fausse question. Ouais, j'en ai aucune idée. Il leur reste 100. Ils n'ont rien pu fermer. Alors, en vrai, ils ont fermé des trucs, ils ont fermé des centrales nucléaires, mais ils ont rouvert des centrales essentiellement à gaz à la place. Pourquoi? Est-ce que tu as une idée? La stabilité. Est-ce que tu as une idée du moment où on consomme le plus d'électricité en Allemagne? C'est le même qu'en France. Ouais, le soir à 19h. Quand ça? Quelle saison? Oh, le piège. Non, c'est pas un piège. L'hiver. Ouais. L'hiver, à 19h quand les gens rentrent chez eux. Ouais. Bon, il t'aura pas échappé que l'hiver, à 19h quand les gens rentrent chez eux, il fait nuit. Voilà, donc le vent. Donc pour le soleil, t'oublies. Ouais. Donc on peut pas compter sur les capacités de production solaire. Ce qui t'aura peut-être échappé, c'est que l'hiver à 19h quand tu rentres chez toi et qu'il fait nuit, s'il fait très froid, c'est souvent qu'il fait très beau. Pourquoi? Parce que les nuages, c'est de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre qui garde la chaleur près du sol. Okay. Bon. S'il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'effet de serre et donc il fait plus froid. Et donc, les journées de grand froid en hiver sont souvent des journées très belles. Donc tu chopes du solaire, mais il fait plus froid. Mais pas à 19h. En plus. Non, mais après, le problème, c'est que s'il fait très beau, c'est généralement qu'il y a un anticyclone. Et s'il y a un anticyclone, généralement, il n'y a pas de vent. Okay. Donc à 19h, au moment où tu as le plus besoin d'électricité, il n'y a ni vent ni soleil. Et donc tu dois avoir un système qui est capable de répondre à ta pointe de production. Alors il ne va pas tourner tout le temps, donc ça va quand même être bon pour le climat, tu vas quand même avoir moins d'émissions de CO2, mais ces types-là, il va falloir s'assurer qu'ils restent ouverts et qu'économiquement ça soit rentable pour eux. Donc il va falloir faire passer ce qu'on appelle des contrats de capacité. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui explique que le coût de l'électricité en Allemagne est à peu près 2 fois le coût de l'électricité en France. Voilà. Donc pour moi, oui, la transition énergétique risque d'être très inflationniste. On parle un peu d'or? Ah ouais, parce que là, ceux qui ont de l'or, ils sont un peu frustrés. Ah je suis bien placé pour t'en parler. Alors ça s'est pas passé exactement comme on voulait. Déjà, ils ont passé toute l'année. Alors déjà, ils ont fait 25%, ils ont fait 20% l'année dernière. Oui. Déjà, tu vois les marchés monter. Voilà, tu te dis, j'en profite pas. En plus de ça, on te parle des cryptos qui n'arrêtent pas d'exploser. Et en plus de ça, pour couronner le tout, on compare les deux. On dit que désormais, il y a des flux sortants sur le marché de l'or qui sont susceptibles d'aller vers les crypto-monnaies et que les investisseurs pourraient préférer se protéger de l'inflation avec du bitcoin, donc de l'or numérique plutôt que de l'or papier ou de l'or physique.
Donc oui, ça n'a pas été une année Non. très facile, mais quand en l'espace d'une semaine, bon, les cryptos perdent 35%, que l'or ne bouge pas alors que les indices se font des frayeurs, tu te dis, ah, je suis peut-être pas si mal que ça dessus. Ouais. Ben oui, ben après, le problème de l'or, en fait, c'est que il a connu une année difficile essentiellement à cause de ce graphique. Ouais, les taux. Vous expliquer une chose toute bête. On peut parler pendant des heures de l'or. C'est un marché de 4500 tonnes, on peut regarder la Est-ce que les banques centrales en achètent? Est-ce que les Indiens et les Chinois Alors en les achètent? banques centrales en achètent. Hein. Oui. Non, mais c'était une question rhétorique. Mais je veux dire, ouais, bien sûr. On peut en parler pendant des heures. dans ton mais il y a sens. un truc qui est vraiment fondamental. En fait, le prix d'une matière première se fait à la marge. C'est la quantité. Il suffit qu'il y ait une quantité supplémentaire de demande pour changer l'équilibre sur les prix. D'accord ? Ouais. Ce qui fait la demande marginale sur l'or, c'est la demande des investisseurs. Qu'est-ce qui fait qu'un investisseur va avoir intérêt à acheter de l'or ou pas? En fait, un investisseur... Alors je vais prendre l'exemple d'un investisseur institutionnel parce qu'il est assez parlant. Si on prend un assureur, il fait ce qu'on appelle de la gestion actif-passif. Donc son passif, c'est ses clients. Il a des clients qui lui donnent qui payent une assurance tous les ans, d'accord? Donc il récupère de l'argent de ses clients. En échange, il leur doit un service, d'accord? Et donc il sait à peu près chaque année quels vont être ses engagements de passif. Il connaît l'étape de mortalité, l'étape d'accidentologie, donc il sait à peu près chaque année combien il va devoir payer, quels sont ses engagements de passif. En face de ça, il a l'argent de ses clients à placer, c'est son actif. Et donc il va le placer sur des produits qui vont lui donner un rendement qui va lui permettre de couvrir au moins ses engagements de passif. Donc il va acheter des actions qui donnent un dividende, et donc il a le dividende pour couvrir ses engagements. Il va acheter des obligations qui ont un rendement, un coupon, et il va acheter de l'immobilier qui a un loyer. Voilà. L'or n'a ni dividende, ni coupon, ni loyer. Voilà. Donc pas d'intérêt, a priori, dans un investissement institutionnel. Les choses ont commencé à changer il y a à peu près 10 ans de ça. Quand on a commencé à avoir un truc incroyable, qu'on aurait écrit ça dans une copie de master d'économie il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand j'ai passé mes diplômes, 25 ans maintenant, on aurait eu zéro direct, on nous aurait dit mais n'importe quoi. Ouais. C'est qu'on a commencé à avoir des taux négatifs. Voilà. C'est ce qu'on a appelé chez Ophi Asset Management la théorie de la relativité financière. À ce moment-là, il y a certains investisseurs qui ont commencé à se dire bah disons, l'or ne rapporte rien, c'est vrai, mais finalement aujourd'hui, rien, c'est mieux que moins que rien. Ouais. On est monté à je sais plus combien, 16 000 ou 17 000 milliards d'obligations, ouais, il y avait des coupons négatifs. Ouais. Et donc, on a commencé à voir les investisseurs se réintéresser à l'or. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a un lien direct entre l'intérêt des investisseurs pour l'or et le niveau des taux. Il faut être précis sur ce dont on parle, ce sont les taux réels. Les taux réels, c'est quoi? C'est le taux nominal, les taux qui sont fixés par les banques, d'accord, auquel vous enlevez l'inflation qui vient grignoter votre épargne, d'accord. Ce que vous montre ce graphique, c'est qu'il y a vraiment un lien direct entre ces deux éléments. En bleu sur le graphique, vous avez le prix de l'or, sur l'échelle de gauche, d'accord, depuis 2011, hein. C'est pas un graphique sur 3 semaines, hein. Ça remonte à 2011. Et en gris, vous avez l'évolution des taux d'intérêt réels à 10 ans en inversé. C'est important, c'est pas marqué sur le graphique, ça m'agace, c'est en inversé. Ça veut dire que quand la courbe grise monte, c'est que les taux d'intérêt réels baissent, et quand la courbe grise baisse, c'est que les taux d'intérêt réels montent. Et vous voyez que les deux sont très corrélés. Donc quand les taux d'intérêt réels baissent, l'or monte, et quand les taux d'intérêt réels montent, l'or baisse. Voilà. Et ça fait un moment que ça dure. Donc c'est aussi un graphique qui m'intéresse, Nico, pour répondre à ta question, c'est qu'on voit que cette corrélation, elle est relativement stable. Et donc j'ai pas l'impression que l'arrivée des crypto-monnaies ait vraiment changé cet équilibre. Alors j'ajouterai une chose, c'est que les flux sortant sur l'or, je suis désolé, mais je ne les vois pas vraiment. Là, il y a eu le dernier rapport du World Gold Council qui vient d'être publié sur l'état du marché de l'or au 3e trimestre. Et on constate qu'il y a eu des sorties, effectivement, elles sont modestes, et que ces sorties ont été essentiellement du fait des États-Unis, okay, que le marché d'Europe a été plutôt stable, et que le marché asiatique, lui, a plutôt été en hausse. Okay. En fait, c'est lié à un truc très important pour le marché de l'or à comprendre, c'est que sur le marché de l'or, le comportement des Occidentaux et des Orientaux n'est pas le même. Les Occidentaux achètent l'or quand il monte, et ils accompagnent la tendance, et ils le vendent quand il baisse. Les Asiatiques achètent l'or quand il baisse, et vendent l'or quand il monte. Voilà. Okay. Et donc là, on est plutôt dans cette logique où les Asiatiques renforcent en ce moment énormément
alors que les pays occidentaux ont plutôt tendance à s'alléger, notamment en gestion. Okay. Voilà. Alors d'abord, cette corrélation, donc, elle est assez importante, elle est assez stable, et puis on n'a pas vraiment tant de sorties que ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année? En fait, il s'est passé deux choses. D'abord, on a eu l'arrivée de Biden, qui a annoncé des énormes plans, et les mecs se sont dit, ouais mais s'il a besoin d'autant de financement, les taux risquent de monter, et donc les taux réels vont remonter, et ça va pénaliser l'or. Ouais. Donc ils ont préféré sortir de ce marché-là. Il y a eu trois trucs en même temps en fait. La deuxième chose, c'est que, on en a parlé avec la reprise économique, on a vu les métaux industriels énormément monter, et je le disais tout à l'heure, les métaux industriels aujourd'hui sont en telle tension qu'ils sont tous dans une structure qui s'appelle la backwardation, c'est-à-dire que, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, en ce moment, porter un métal industriel, ça te rapporte de l'argent. Il y a un rendement. Et donc, il y a beaucoup de spéculateurs qui sont sortis de l'or qui, lui, n'avait pas de rendement pour aller davantage sur ces métaux-là. Il y a eu des belles tendances aussi sur le pétrole, et ils se sont dit, on a mieux à faire sur d'autres matières premières. Voilà. Donc, ils sont restés sur le côté. Et puis, il y a eu un troisième facteur majeur, et qui est toujours celui dans lequel on est, c'est que la Fed a commencé à changer son discours. Anticipation de hausse de taux. Et voilà. Et là, les gens ont commencé à se dire, mince, si la Fed remonte ses taux, est-ce qu'on ne va pas avoir des taux réels qui vont remonter, et donc l'or qui va devenir moins intéressant? Et si on était de nouveau dans un cycle de hausse de taux de long terme? Alors, exactement. Auquel nous ne croyons ni toi ni moi. Absolument pas. Bien évidemment. Pourquoi? Simplement... Le marché non plus. Il price quand même quelques hausses de taux, mais... Oui, mais à 1 an, on price que de la hausse de taux, à 3 ans, on price plus rien. C'est ça. Mais puis après, au-delà de ça, il y a un autre sujet. Moi, ce qui m'intéresse, vous l'avez bien compris, c'est les taux réels. Et donc, si la Fed remonte ses taux alors qu'il y a de l'inflation, si les taux remontent moins que l'inflation, les taux réels continuent à baisser. Ouais. Et moi, c'est mon analyse. La Fed ne peut pas remonter ses taux nominaux plus vite que l'inflation. Pourquoi? Un seul mot. Dette. Endettement. Le coût de la dette est bien trop Aujourd'hui, les États-Unis sont énormément endettés. On mesure la dette d'un État en ratio par rapport à son PIB. Aujourd'hui, le ratio dette sur PIB aux États-Unis, il est de 130%. Ça veut dire que la dette des États-Unis égale 130% du PIB des États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain matin, les taux d'intérêt réels remontent de 1% aux États-Unis, les États-Unis vont devoir payer en intérêt supplémentaire sur leur dette 1% de 130% de leur PIB, c'est-à-dire 1,3% de leur PIB. C'est juste pas possible. Alors, je schématise, pour ceux d'entre vous, n'envoyez pas des tonnes de messages, pour ceux d'entre vous qui connaissent bien les marchés de taux, il y a sur la dette d'État ce qu'on appelle la duration de la dette, c'est-à-dire qu'un État, il ne renouvelle pas toute sa dette tous les ans. La duration de la dette américaine est à peu près 5 ans, donc en fait, il va renouveler à peu près 20% de sa dette tous les ans, d'accord? Mais en fait, c'est ce vers quoi on va. Et donc ça, l'État ne peut pas l'accepter. Et d'ailleurs, on le voit bien, quand on regarde la réunion de la Fed de septembre, dans la réunion de la Fed a annoncé qu'elle révisait dans ses dot plots, qu'elle prévoyait une hausse de taux supplémentaire. Ouais. Donc les hausses de taux aux États-Unis, généralement, c'est 0,25%. Ouais. Dans le même temps, ils ont revu leurs anticipations d'inflation à la hausse de 0,7%. Et donc, si l'inflation augmente de 0,7% et que les taux augmentent de 0,25%, et les taux réels continuent à baisser. Ouais. Voilà. Et t'es bon sur l'or. Donc pour moi, on continue à avoir ça. Et je pense qu'en plus, aujourd'hui, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer et puis d'autres, on sous-estime le caractère durable de l'inflation, notamment à cause de la transition énergétique. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que les taux réels vont rester faibles, voire continuer à baisser. Je ne vous parle même pas s'il y a un nouveau choc économique. Là, les banques centrales n'auront pas d'autre choix, vu les niveaux d'endettement, que de remettre à fond des liquidités sur le marché. Ouais. Et donc les taux réels replongeront. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'or a toute sa pertinence dans un portefeuille. Alors vous voyez à la fin, il y a un petit écart entre les deux courbes. Ce petit écart, pour moi, s'explique par le fait que les gens préfèrent rester sur le côté pour l'instant, en attendant d'y voir plus clair sur la politique monétaire de la Fed. Ouais. Mais pour moi, l'histoire est réglée. Et c'est pour ça que je dis, l'or est moins concerné par la transition énergétique, quoique, parce que pour moi, la transition énergétique va être génératrice de cette inflation. De l'inflation qui et cette inflation revenir. va driver les taux réels et donc va être positif pour l'or. Ouais, magnifique. Voilà. Magnifique. J'ai fait le tour des métaux, je crois, là. Ah ouais, franchement, bravo et merci beaucoup, Benjamin. Non, mais là, vraiment, c'est ça. T'es convaincu ? Bah écoute, je vais racheter de l'argent. L'or me déçoit un peu parce que plus lent, j'adore l'argent en fait,
L'argent, on dit souvent que c'est l'or avec un effet de levier. C'est ça. Après, il a aussi aujourd'hui une autre composante intéressante, c'est cette composante industrielle des technologies bas carbone qui pourrait lui donner un coup d'accélérateur extraordinaire. Et pourtant, le ratio gold-silver continue d'être en sa défaveur ces derniers temps. Donc j'attends qu'il y ait un basculement, un switch, un peu comme certains attendent que l'Ethereum détrône le Bitcoin. Et oui, je me souviens de la phase de hausse notamment de 2010 où à un moment donné l'or prend 30%, l'argent double. Ouais. Sur la fin du mouvement. C'est ça. Et donc je me dis que alors que les marchés sont compliqués, relativement élevés, que l'année 2022 va être une année d'atterrissage en douceur, on va dire, et qu'on a toujours le Covid à nos portes, avoir des métaux me tranquillise, ouais. Il y a à peu près 6-9 mois, j'avais pas mal d'actions et de crypto et d'investissements, et en fait, je n'ai plus rien. Ouais. Parce que je ne suis plus à l'aise avec ce qu'il se passe. Du coup, il me reste, tu vois, les produits type assurance vie ou autre très très long terme. Mais sinon, je suis grandement sorti des marchés et j'achète régulièrement de l'argent. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On peut parler pétrole pour terminer. Ouais, si vous voulez. Moi, je suis là, on est bien, mais après, c'est pour vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un graphique du pétrole. On va finir sur le pétrole quand même, parce que sinon, ceux qui écouteraient la vidéo, parce qu'ils espéraient qu'il y ait dedans du pétrole, vont être déçus. Alors, moi, j'ai un premier graphique à montrer sur le pétrole qu'il faut quand même avoir en tête. En plus, je sais qu'on n'a pas tout à fait le même avis là-dessus. Donc c'est que pour moi le pétrole est baissier à long terme. Voilà. Il est baissier à long terme. Alors c'est quoi long terme pour toi? Alors sur les 13 dernières années. Voilà. Depuis ces 13 dernières années, le pétrole est baissier alors que tu vois, même l'or sur cette période-là est monté, les indices boursiers sont montés, beaucoup de choses sont montées. Et le pétrole, lui... Je vais t'expliquer après pourquoi je trouve ça drôle. Et le pétrole, lui, est dans un schéma un peu particulier. Ouais. Ce que... En début d'année, quand il y a eu le choc du Covid et après le Covid, j'ai été extrêmement haussier sur le pétrole, tu vois. Et dès la seconde moitié, dès juin 2020, post-Covid, je disais qu'en 2021, retrouver le pétrole à 70 $. Pour voir un coup. Pourquoi pas. Et quand à 80 $, tout le monde a commencé à écrire sur le pétrole à 100, là, tu vois, j'ai sorti mon argument habituel qui est de dire, ah bah voilà, ça y est, quand on était tout en bas, c'était la fin du monde, maintenant que ça monte depuis des mois et qu'on arrive à 80 $, ça y est, tout le monde parle des 100. Sauf Benjamin Louvet, qui avait annoncé... Ta barre est pile poil au bon endroit. Voilà, ici. J'ai dit, attention, en sortie de crise sanitaire, on risque de se prendre une crise pétrolière et le pétrole pourrait aller voir 100 $. Je suis complètement d'accord et je trouve que tu avais une analyse extrêmement bonne. Je t'ai suivi à ce moment-là dans le sens où c'est parce que j'anticipais cette reprise économique puissante, cette remontée des marchés, que je voyais bien le pétrole remonter vers 60-70 $. Mais je ne voyais pas beaucoup plus parce que je m'attendais derrière à une normalisation économique, à une stabilisation des prix. Et puis, tu m'enlèveras pas le fait que, on va dire que la situation est un petit peu moins chaotique dans le Golfe aussi qu'elle ne l'a été avant. Ça c'est discutable, c'est jamais trop ce qui se... Il suffit d'un coup de téléphone ou d'un dignitaire qui se fait découper. D'un truc maladroit et ça peut très vite repartir. Mais tu vois, je trouve qu'il avait moins ce caractère spéculatif, explosif en cas de tension géopo. Et donc, quand on a passé 80 $, après j'ai complètement arrêté d'être haussier parce que je me suis dit on est hors scope, on est un peu dans de l'euphorie, un peu comme on l'était sur les marchés boursiers en fait. Alors, mais je te félicite pour avoir eu 85% de la target. C'était déjà pas mal, hein. En un an. Et à peu près dans le bon timing, mais bon, après, les analyses, on sait toi comme moi qu'on se trompe à peu près une fois sur deux. Exactement. C'est de perdre moins quand on a raison quand on a tort que ce qu'on gagne quand on a raison. Exactement. Alors ce qui est drôle, c'est que ton graphique est sympa parce qu'il montre bien, effectivement, on a commencé à rentrer dans une tendance baissière à partir de 2008. Et pourquoi ? Parce qu'en 2008, on fait une découverte. Enfin, on ne fait pas une découverte. On commence une exploitation qui s'appelle l'exploitation des pétroles de schiste aux États-Unis. Pétrole de roche-mère en réalité, qu'on appelle
les pétroles de schiste. On venait de passer où on y allait, le pic de consommation. Alors, on n'a pas passé le pic de consommation du tout. Non, le pic de production. Alors, en fait, après coup... On était en train d'y arriver, en fait, c'est ça qui faisait que... L'Agence internationale de l'énergie a dit, après coup, qu'en 2008, on avait atteint le pic de production ever sur le pétrole conventionnel. Et c'est là où... Et à ce moment-là, il s'est passé une chose. En fait, je dis, le pétrole de schiste, on a mis en place le pétrole de schiste, parce qu'en fait, le pétrole de schiste, c'est pas nouveau du tout. Oui. En fait, le pétrole de schiste, on sait l'exploiter depuis 1950. Oui, c'est juste qu'il faut des prix au-dessus d'un certain... Sauf que ça coûte cher. Oui. Et en fait, on a pu le développer en 2008 parce qu'il y a eu 2 trucs. La première chose, c'est que les prix sont montés à 100 $. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que l'argent coûtait plus rien. Ouais. Et donc, on a commencé à voir se développer cette industrie. Et puis bon, les mecs se sont aussi dit quand même, beaucoup qui avaient cette analyse, qu'on arrivait au pic de production. Non, plutôt de consommation, parce que le pic de production, ça devrait plutôt faire partir les prix plutôt vers le haut. Si tu as un pic de production, si la consommation ne baisse pas, tu verrais plutôt le prix partir à la hausse. Donc, on en est arrivé là, et les producteurs de schiste ont commencé à produire énormément, notamment aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir que du pétrole de schiste, il y en a à plusieurs endroits. Le truc, c'est que certains pays ont des structures géologiques comptent. C'est-à-dire dans quoi est enfermé le pétrole, ça compte. Les sables bitumineux au Canada. Et la structure géologique du schiste américain est très favorable. Ensuite, il y a un truc qui est aussi très positif, c'est la législation américaine qui fait que le sous-sol du terrain appartient au propriétaire du terrain. Okay. Et donc, il peut l'exploiter, ce qui n'est pas le cas dans toutes les législations. Donc, il y a les schistes ailleurs, mais c'est pas du tout aussi simple et aussi peu cher de les exploiter. Okay. C'est ça qui explique que ça ne se développe pas encore trop ailleurs dans le monde. Je ne sais pas si ça pourra se développer. Après, il faut avoir conscience de comment on extrait le pétrole. C'est extrêmement important pour comprendre ce que je vais vous dire après. Le pétrole conventionnel s'extrait. C'est quoi le pétrole conventionnel? C'est du pétrole. En fait, tout le pétrole au départ se trouve dans une couche géologique et fait plein. C'est quoi? C'est la matière organique qui s'est désagrégée et puis qui s'est retrouvée sous pression de tonnes et de tonnes et de tonnes de terre, de pierre, etc. Cette pression crée de la chaleur et donc tout ça fait un melting pot qui, je vous ai résumé 10 millions d'années, fait du pétrole. D'accord? Après, en fonction de l'endroit où cette matière organique était prisonnière, soit cette matière est poreuse et éventuellement le pétrole va migrer et jusqu'au moment où il va trouver une faille ou un piège géologique, donc une couche qui n'est pas poreuse, et là il va s'accumuler à cet endroit. Ça fait une grosse poche. Ça, c'est le pétrole conventionnel. D'accord? Comment on l'exploite? On fait un trou jusqu'à la poche et on met un tuyau. Cette poche est sous la terre, donc elle est sous pression. Donc quand vous faites un trou et que vous mettez la paille dedans, avec la pression, le pétrole remonte. Mais plus tu enlèves de pétrole de la poche, moins il y a de pression. Et donc moins il y a de pétrole qui remonte. Ça s'appelle la déplétion naturelle. Et donc sur un puits de pétrole conventionnel, la déplétion naturelle, elle se situe entre 4 et 5% par an. C'est-à-dire que si on ne fait rien, on perd 4 à 5% de sa production par an. Bon. Un puits de pétrole de schiste, c'est différent. Le pétrole de schiste, en fait, c'est du pétrole qui s'est créé dans une couche géologique qui n'était pas poreuse. Et donc, on a plein de petites poches différentes dans cette couche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un trou jusqu'à la couche qui nous intéresse. Ensuite, on fait un trou à l'horizontale, on sait faire. D'accord ? Et là, on envoie de l'eau sous pression pour casser la roche. Une fois qu'on a cassé la roche, il y a des petites fissures qui vont jusqu'au tuyau, et donc le pétrole passe dans ces petites fissures. C'est la fracturation. C'est la fracturation hydraulique, et on récupère ce pétrole. Bon, là tu comprends bien qu'une fois que les fissures sont ouvertes, le pétrole il va assez vite. Donc là, la déplétion naturelle, elle est de 70% au bout de 18 mois. Oh, wow. Donc en gros, ce que je suis en train d'expliquer, il faut forer tout le temps. Ouais. Donc en gros, pour ceux d'entre vous qui font de la course à pied, c'est un peu comme de courir sur un tapis roulant, où si on veut augmenter sa production, en fait, il faut courir de plus en plus vite tout le temps. Voilà. Parce qu'il faut faire des trous pour remplacer les trous d'avant, puis il faut faire des trous pour augmenter la production. Et donc, on sait tous comment ça se termine quand on court sur un tapis roulant qui va de plus en plus vite. Il y a un moment où on se casse la gueule. Bon. Et ce moment, il est arrivé en 2018. En 2018, les actionnaires ont commencé à dire « Écoutez les gars, vous êtes bien gentils, mais ça fait 10 ans que vous produisez du pétrole de schiste et on n'a jamais gagné de pognon. » En 10 ans, l'industrie du pétrole de schiste n'a jamais dégagé de free cash flow positif. Voilà. Et donc, en 2018, ils disent « Ça suffit. » On arrête. Donc, on lit les contrats des directeurs de ces boîtes non plus à la productivité, mais à la rentabilité. D'accord. Les boîtes fermes.
Et donc, on commence à rentrer dans une logique où on n'investit plus à tout va. Et ça s'est imposé de plus en plus. En plus, il y a eu la contrainte ISR qui arrivait à ce moment-là, donc c'est devenu de plus en plus compliqué. Et donc, avant même la crise du Covid, en 2019, le pétrole de schiste commence à décliner doucement. Okay. Et la crise sanitaire a effondré le marché. Et il y a eu il a été question, dans un pays comme les États-Unis, il a été question de forcer les producteurs à limiter leur production, en complément de ce que faisait l'OPEP. Donc il y a eu une audition devant la Texas Railroad Commission, donc, qui, comme son nom ne l'indique pas, s'occupe du pétrole pour des raisons historiques aux États-Unis. Et donc, devant la Texas Railroad Commission, certains des plus gros producteurs de schiste aux États-Unis ont déclaré « Nous n'avons fait que détruire de la valeur depuis 10 ans. » Même eux le reconnaissent. Donc on en arrive à un moment où la production de schiste, même Mark Papa, qui est un des fondateurs de ce business aux États-Unis, dit « Je ne reverrai pas de mon vivant les niveaux de production qu'on a connus avant la crise du Covid. » Donc cette production est contrainte. À côté de ça, je vous ai expliqué que dans le pétrole conventionnel, si on ne faisait rien, on perdait 5% de production par an. Or, depuis 5 ans... Donc il faut investir... Baisse des investissements. Alors, on sait combien il faut investir. Ouais. Pour maintenir la production constante, l'OPEP avait estimé fin 2015 qu'il fallait investir à peu près 630 milliards de dollars par an. Ça fait 5 ans qu'on investit entre 400 et 450 milliards par an. Et l'année dernière, on a investi même un peu moins de 400 milliards. Donc, quand on investit dans le pétrole, ça porte à 5-6 ans. Donc, on sait de façon certaine que la production de pétrole va baisser. Ouais. En plus de ça, on a commencé à s'intéresser à l'ISR. Et donc, on a demandé aux producteurs de pétrole de faire des efforts, ce qui a contraint leur production, et d'essayer de produire moins de pétrole. Et là, on a mis la charrue avant les bœufs. Je dis, c'est ce qu'il faut faire. Mais on s'est occupé de contraindre l'offre, mais en même temps, on n'a pas cherché à contraindre la demande. Moralité, en 2022, toutes les agences qui travaillent sur le pétrole sont d'accord pour dire qu'on va faire un nouveau pic de consommation, un nouveau plus haut de consommation. Alors même que l'industrie aérienne n'est pas repartie à son top, on s'attend à un nouveau pic de consommation l'année prochaine. Et la production, elle, ne suit pas. Donc vous pouvez inventer ce que vous voulez à un moment. Quand vous contraignez la production et que vous ne contraignez pas l'offre, et qu'en plus on n'a pas de solution alternative, parce que les énergies renouvelables ne se développent pas du tout assez vite pour pouvoir créer une solution alternative crédible. Je vais vous donner un exemple. Sur les 6 premiers mois de l'année 2021, la croissance de la demande d'électricité dans le monde a été telle que la croissance de la production de renouvelables a été insuffisante pour répondre juste à la croissance de la demande d'électricité. Donc on a adressé 50% de cette hausse de la consommation d'électricité par du charbon. D'accord ? Donc on a contraint l'offre et on n'a pas contraint la demande. Et donc ça, c'est une équation dont on sait qu'elle se termine par un prix qui explose. Et ça fait déjà 2-3 ans que tu parlais de ça, du manque d'investissement. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit vous vous êtes trompé. C'est vrai, mais il y a eu plein de raisons. Il y a eu... Non mais parce qu'il y a eu... Évidemment, c'est pas une ligne droite. Quand Trump change d'avis sur l'Iran au dernier moment, bah oui. Je suis désolé, je suis pas dans la tête de Trump, fort heureusement pour moi. et donc j'ai pas vu ça venir, effectivement. Comme pour le platine et le palladium, j'étais persuadé que le prix du platine et du palladium allait monter. J'étais pas le seul. Johnson Matthey, du reste, a fait un papier en juin, donc le plus gros producteur de peau catalytique, en disant que le palladium allait continuer à monter. J'ai pas vu venir la crise des semi-conducteurs. Donc faire de la prévision, c'est ultra difficile. On est sur un marché qui est mouvant, et donc des fois on se trompe. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que... Mais le scénario, il est là. C'est qu'il y a des forces de rappel. C'est-à-dire que de se dire, quand je vois le cuivre il faut revenir sur les fondamentaux. Ou quand je vois le pétrole baisser, quand je vois le cuivre baisser, ou si je vois l'argent baisser par des mouvements de marché, de se dire, oui, mais fondamentalement c'est quoi la big picture ? C'est ça, parce qu'en ce moment, et c'est très rigolo, parce que cette phrase que tu dis là, c'est en ce moment, on a les investisseurs qui achètent que des valeurs de croissance aux États-Unis et qui se gavent. Ouais. Et les investisseurs value qui pensent acheter ça fait des années qu'ils souffrent. Et se font défoncer. Si demain, en 2022 ou 2023, que sais-je, le marché devait se contraindre, se réduire, être sous pression, et ben on va vouloir savoir qu'est-ce qui vaut quelque chose, qu'est-ce qui vaut quoi. Et à ce moment-là, des valeurs de croissance qui font pas de résultats nets, on dira ça vaut pas de balle. Bien sûr. Mais la belle valeur, tu regardes les valeurs minières, tu regardes les valeurs pétrolières. Aujourd'hui, le poids des pétrolières dans le S&P 500, il est ridicule. Il est à son plus bas historique. C'est des valeurs que les gens achètent plus. Tu trouves intéressant d'avoir du Total Energy en long terme en portefeuille pour avoir et du pétrole et du gaz et du mix énergétique renouvelable ? Alors,
je vais préciser que ceci ne constitue pas un secteur un conseil d'investissement. Non, parce que tous mes clients adorent Total, je l'avais donné à 25. J'aime beaucoup Total, okay. Parce que pour moi, Total est une entreprise qui ne fait rien de mal. C'est-à-dire qu'elle est très critiquée pour sa production pétrolière. Oui, ils produisent du pétrole, mais aujourd'hui on a besoin de pétrole. Et à côté de ça, ils ont compris qu'il y avait la transition énergétique et ils sont en train de faire un mouvement pour aller vers les énergies renouvelables. Donc ils ont une trajectoire. Cette trajectoire est encore insuffisante, mais ils vont dans le bon sens. Donc aujourd'hui, pour moi, Total Énergie pourrait profiter du mouvement qu'on vient d'évoquer possible sur le pétrole, selon moi, à court terme. Ouais. Et en même temps, ils se dirigent vers un secteur qui est ultra porteur. Qui profitera à long terme. Donc pour moi, oui, aujourd'hui, c'est une valeur qui présente de l'intérêt parce que on a quelque part, à court terme, le meilleur des deux mondes. Ouais. Je me suis fait avoir, tu vois, parce que sur Total, en plein Covid à 25, j'ai dit achetez-la les yeux fermés. 3 mois plus tard, elle était à 40 et j'ai dit bon, les gars, on gagne 50% sur Total en moins de 2 mois, on va peut-être les prendre. Sous 30 de nouveau, je suis repassé à l'achat et lorsqu'on était cet été à 34, j'attendais entre 30 et 32 pour avoir une entrée parfaite que je n'ai jamais eue. Donc je m'en mords un petit peu les doigts depuis. Mais je me dis que si on commence par une déstabilisation sur les marchés, par exemple en début d'année sur le marché action, et que dans ces cas-là tu as des gros retours, les soldes. Des gros retours, voilà, les soldes 2.0, bon bah là je revois du Total à 32, 34, les yeux fermés quoi. Enfin, à mon... Pour ce qui te concerne. Pour ce qui me concerne, dans une optique de long terme, c'est clair que Total, j'en avais une bonne lecture pour du long terme et j'en ai fait acheter énormément de gens. Et à titre personnel, si on revenait autour de 34 €, je pense que je ferais des emplettes également. Pour moi, elle a un autre avantage, je vois certaines remarques, donc je vais juste dire ça en filigrane. Elle a un autre avantage, c'est que les valeurs du secteur des renouvelables, éolien et solaire, sont déjà très chèrement valorisées. Ouais, aujourd'hui, Total Énergie n'intègre pas du tout ces facteurs de valorisation, parce que dans la tête des gens, ça reste avant tout une valeur pétrolière. C'est ça. Et donc, si jamais il y avait un switch à un moment, notamment tous les fonds qui aujourd'hui sont ISR, qui n'investissent pas dans Total, d'un seul coup se mettraient à investir dans Total, et donc il peut y avoir un effet flux qui peut être extrêmement positif. Qui fait que ce dossier, en plus de sa robustesse, a un joker, quoi. Je trouve. Je pense qu'on va arrêter là-dessus. Quelqu'un me dit plus de son, alors je ne sais pas si le son a coupé, mais j'ai l'impression que ça fonctionne toujours bien. On est à pas loin de 2 heures d'émission, on se croirait chez Thinkerview. Ouais, je suis désolé, hein, mais c'est un sujet qui est vaste, qui est passionnant, il y a plein de choses à dire dessus, donc... Non, franchement, c'était vraiment super. On a eu des centaines de personnes en direct, on a eu énormément de questions, beaucoup de gens ont apprécié. Certains disent quels sont les meilleurs moyens d'avoir des matières premières en PEA, est-ce que c'est les trackers ou les actions? On arrête déjà. Laissez-nous respirer quand même. Tracker, certificat, ETF pour acheter de la matière première. Après moi je suis pas le meilleur conseil là-dessus parce que j'ai des produits sur le sujet, mais ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend si vous êtes dans du PEA, ça dépend si vous êtes dans de l'assurance vie. Il y a différentes solutions, il faut regarder un petit peu ce que vous voulez faire. Si on parle de l'or par exemple, sur l'or, moi j'ai tendance à préférer l'or métal que l'or au travers des actions. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est un point qu'on n'a pas eu du tout le temps d'aborder. Produire de l'or va devenir de plus en plus challenging. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de découverte majeure de gisements aurifères depuis très longtemps. Et donc, il va falloir produire toujours autant, voire plus, avec des gisements qui sont de moins en moins concentrés. Donc certains vont cartonner, d'autres vont ne pas en profiter du tout. Il y en a très peu qui vont. Alors il y en a peu qui vont cartonner parce qu'en fait, il y a une étude qui a été faite par Citi il y a quelques mois maintenant, qui montrait qu'ils se concentraient sur les 26 plus gros producteurs d'or dans le monde. D'accord. Responsables de 38% je crois de la production mondiale. Okay. Et ils s'attendaient à une baisse compte tenu de ce que les gens avaient en production et des trucs qui étaient dans le pipeline, des projets qui étaient dans le pipeline de développement. Okay. Ils s'attendaient à une baisse de production de 47% pour ces acteurs d'ici 2027. Ouais. 2027 c'est demain. Ouais, c'est demain. Donc il va y avoir des besoins de concentration. Et il y a un autre élément, c'est que vous pourriez vous dire oui mais s'il y a concentration dans le secteur, il y a fusion-acquisition.
il y a peut-être des trucs intéressants à faire parce qu'il y a peut-être des boîtes qui vont être payées très cher. Ouais, mais c'est complexe. Mais non seulement c'est complexe, mais il y a un autre problème, Nico, c'est que dans les années 2000 à 2010, pour rappel, hein, en 2000, l'or vaut 280 dollars l'once. En 2011, il vaut 1900 dollars l'once. Donc dans cette période-là, il y a eu des fusions-acquisitions dans tous les sens et les mecs ont payé des prix délirants. Ce qui fait que derrière, pour prendre un seul exemple, le barric gold en 2012, je crois, passe une dépréciation d'actifs absolument colossale. Je crois que c'était plus de 10 milliards de dollars. Et donc, les actionnaires en sont restés traumatisés. Et si tu regardes aujourd'hui, il y a de plus en plus d'opérations qui se font dans le secteur minier aurifère, mais ces opérations sont pour beaucoup sans prime ou avec des primes très faibles. Donc, il n'y a pas grand chose à gagner de ce secteur, enfin, pas forcément grand chose à gagner de ce mouvement de concentration. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est que l'or peut monter sans les minières ne peuvent pas monter sans l'or. Donc, j'ai tendance à préférer. Alors, il y a moins de volatilité, moins d'effet de levier, mais j'ai tendance à être plus serein avec des métaux précieux directement qu'avec des. Et après, il faut trouver aussi des pure players. Dans le domaine de l'or, ça se fait plus facilement. C'est ce que je réponds à mes lecteurs également. Ta réponse est parfaite. Eh ben, je propose qu'on s'arrête là-dessus. On a des fois des boîtes qui vont être cartonnées, d'autres non, d'autres qui vont se faire racheter, d'autres qui vont avoir un problème parce qu'un patron a fait des expériences. Ou alors il faut avoir un truc très diversifié, voilà, avec plein de valeurs différentes. Et je préfère, c'est vrai, dans ces cas-là, utiliser l'or. Et si on est sur un point d'accélération, de faire l'or et l'argent en même temps, quoi. De faire les deux. Yes. Bon, merci à tous. Voilà, c'était votre webinaire spécial métaux et pétrole avec Benjamin Louvet. Benjamin, merci beaucoup. Merci Nicolas, merci à tous de nous avoir suivis en fin de journée comme ça un dimanche, je vous trouve courageux. Merci d'être venu, pour ton temps, merci pour ce magnifique pull pour mon premier live en direct sur Twitch. Il fallait que le fait d'avoir une webcam serve à quelque chose. Merci à tous pour vos questions. Merci à tous pour votre présence et écoutez, on vous dit à très bientôt sur la chaîne Twitch de WeBourse ainsi que sur la chaîne YouTube. Merci à tous. Au revoir à tous. Bonne soirée.